Le système de la chouette d'or, il est différent de toutes les autres chasses qu'il a pu faire après. Et ensuite, comme il était parti avec la chouette d'or pour faire une chasse qui ne devrait pas durer très longtemps, et qu'il a vu que c'était pas aussi évident que ça de gérer la durée de la chasse, que ça partait pour durer plus longtemps que prévu, puisqu'il m'a même écrit à un moment, j'ai publié ce texte. Après, il a pris des dispositifs, des dispositions et des mesures complètement différents pour pouvoir ne pas retomber dans le même risque de pas être capable de gérer une durée ou d'avoir une opération qui dure trop longtemps. Parce qu'il avait des clients, c'était des chasses qui ne devaient pas durer longtemps. Donc il n'a jamais refait la même chose. Je confirme que la fin de la chouette d'or, ça pourrait être un album de Tintin. Est-ce que c'est même cette super solution qu'il a eue qui l'a motivé à créer toute la chasse, en fait? C'est parti de là, de son idée brillante. Et le reste, c'est presque accessoire. Je ne sais pas si on peut dire accessoire, mais en tout cas, lui, il a fait le parcours à l'envers. Ça, c'est une certitude, bien sûr. J'ai une petite réaction par rapport à ça. Vous parlez là donc de la méthode, on va dire, de la super solution, donc qu'il a pas reproduite. Donc ça, je trouve ça assez logique. Moi, j'ai une petite question sur les poncifs de Max, parce qu'en fait, on le sait, Max, il a fait plein d'autres chasses au trésor. Donc moi, j'en ai fait beaucoup, et on voit un petit peu quand même ce que Max aime bien faire. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas comment le formuler, mais j'ai quand même l'impression qu'en regardant les solutions de Max, on peut voir certaines petites choses qui reviennent régulièrement dans ses chasses qu'il aime bien faire. Et j'ai l'impression que dans la chouette, ce serait curieux que dans la chouette, sa première chasse, justement, il est pas utilisé ce qu'il aime tant faire et qu'il a refait par la suite de manière un peu différente. Il faut bien comprendre que cette chasse, elle est restée pendant 15 ans dans un fond de tiroir. Donc, elle était très ancienne, elle correspondait à sa réaction de l'époque. Néanmoins, c'était fabriqué autour, comme on l'a dit il y a quelques minutes, d'une marche à l'envers, c'est-à-dire qu'il est parti pour créer un point de départ et créer un parcours, il l'a fait à l'envers, donc il n'était pas question pour lui de tout refaire. Mais 15 ans après, il s'est dit, je ne vais pas refaire la même chose parce que c'est pas gérable. Et donc, ce que vous pouvez chercher comme corrélation entre ce qu'il a fait après et la chouette, franchement, c'est peine perdue. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, j'imagine. Oui, globalement, j'espère que ça n'a rien à voir. Bon, voilà, il fait des rébus, il aime bien ce type-là. C'est juste sur des toutes petites méthodes, en fait. Je m'interrogeais, j'imagine que... La super solution, c'est pas une petite méthode, c'est une grosse méthode. Je parlais pas... Ouais, non, mais je parlais... Il a fait 2 charades, voilà, je donne l'exemple basique des charades. Voilà, ça peut donner des axes de réflexion. Il y a une photo mystérieuse que je connaissais pas, que vous avez publiée dans... Je crois que c'est le rapport avec les avocats ou sur la cache. Il y a une photo noir et blanc avec un poteau et une ficelle. Alors, un piqué de couleur crème d'une 60aine de centimètres avec ses dents rouges. Moi, je me suis dit, non, il y a des joueurs qui disent, oui, mais Michel aurait donné une partie de la super solution. Moi, j'ai dit non, c'est peut-être parce qu'il a sécurisé le lieu pour faire le trou. Et après, on se moque de moi, on dit, mais tu fais un trou, tu vas pas mettre... Ce que tout le monde oublie, c'est que j'étais accompagné d'un huissier. Voilà. Donc, un huissier doit décrire une méthode. Donc, s'il creuse à tel endroit, il faut qu'il dise, j'ai repéré tel endroit de telle façon, j'ai mis un piquet et ensuite j'ai creusé, Michel Becker a creusé, voilà. Et j'ai creusé à tel endroit. Donc, après, l'huissier doit être en mesure d'expliquer comment il a procédé, pourquoi il a creusé à cet endroit-là précisément. Alors, même si c'est décrit dans les solutions, on doit le concrétiser sur le terrain d'une manière ou d'une autre. Donc, il fallait mettre un repère pour qu'elle puisse faire une photo. Voilà. D'accord. Ensuite, on trouve l'oiseau en fer, il prend la photo de l'oiseau en fer. Mais ça, vous ne pouvez pas la publier. J'ai du mal à comprendre en quoi montrer un pauvre oiseau rouillé serait un préjudice dans le truc. Vous savez très bien que quand il y a une procédure en cours, comme quand il y a une enquête en cours, il y a des choses qu'on ne divulgue pas. Donc à la fin de la procédure, on pourra tout montrer. Oh, je vous montrerai tout. Ok. Mais ça peut être dans très longtemps. Oui, ça peut durer longtemps. Ok, merci pour ces précisions. Et comment ça pourrait se passer si la chouette est trouvée et que le procès n'est pas fini? Est-ce qu'il y a des choses bloquantes ou juridiquement? Non. Pour l'instant, le jeu se déroule normalement. Donc, et le joueur a le droit, s'il a trouvé, de dire ses solutions. Il doit attendre, c'est ça? S'il trouve, il saura quoi faire et je m'entendrai avec lui. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que le livre est déjà prêt. Et le bébé est prêt à sortir. C'est logique que si on avait des solutions, vous avez eu le temps de... Le bébé est prêt à sortir, c'est-à-dire la chouette? Non, votre livre des solutions, qui est quelque chose de concret. Le livre de solutions, c'est pas compliqué à rédiger, le livre des solutions, puisque j'ai les solutions. Il faut pas longtemps pour les rédiger. C'est pas ça, c'est pas... Oui, mais si vous voulez sortir un truc un peu plus beau que juste... le texte brut. Oui, mais de toute façon, tout ce qui se passe en ce moment, entre ce que certains chercheurs me racontent, ce que d'autres me communiquent, ce que j'apprends, les documents nouveaux que je reçois,
de part ou d'autre, l'histoire continue de s'écrire. Le jour où la chouette sera trouvée, il y aura un bouquin des solutions. Mais après, il y aura un deuxième bouquin qui ne peut pas être écrit avant, évidemment, qui racontera vraiment l'histoire de la chouette, qui n'est pas triste. Vous avez une date de sortie pour les précommandes qu'on a faites ou pas? Ça va être entre fin avril et mi-mai, au plus tard. Ok, merci beaucoup. De rien. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 2-3 femmes, et je trouve que ça manquait de la présence féminine dans les chasses au trésor. Et donc, je trouve que ça ajoute une autre perspective, un peu plus de poésie ou d'autres pistes. Un autre point de vue, je trouve. Peut-être qu'on a le cerveau qui fonctionne pas de la même façon. Du coup, je peux poser une question, peut-être? Bonjour, c'est Fira. C'est la première fois que je suis sur le vocal. C'est sympa, en tout cas. J'aime beaucoup les échanges. Et moi, j'ai une question pour les anciens et puis les moins anciens, et puis aussi pour Michel. C'est, j'ai acheté les cahiers secrets. Et dans les cahiers secrets, ce que je remarque, c'est que dans les indications qui étaient données par Max Valentin, les énigmes, elles devaient être sur des pages en couleur. Et je me suis demandé, alors c'est aussi une question pour Michel, je sais pas s'il est toujours connecté, mais c'était, est-ce que les œuvres, les toiles ont été peintes avec une palette de couleurs qui devait être en fait du coup une mise en valeur, qui devait matcher par rapport à la couleur du feuillet sur lequel la toile devait être imprimée. Est-ce que ça a influencé sur l'usage des couleurs sur les toiles? Alors, au départ, effectivement, les pages devaient être en couleur. On a plein de couleurs et je pense que l'éditeur et l'imprimeur se sont aperçus que ça coûtait quand même un certain prix et donc ils ont remplacé par les petits logos de la petite tête de chouette en couleur à la place de la pleine page. D'accord. Maintenant, concernant les tableaux, non, la gamme de couleurs des tableaux était totalement libre. On ne m'a rien imposé à ce niveau-là. D'accord, ok, merci pour la réponse. Hier, je me suis aperçu d'une curiosité en superposant des textes de plusieurs pages. Et je ne sais pas si c'est un décalage voulu ou non, mais vous faites l'exercice chez vous, en jouant un peu sur la transparence, en défilant les pages vides, vous allez voir qu'il n'y a pas le même interlignage, crénage entre plusieurs titres. Donc, faut que je vois avec le vrai livre que j'attends, parce que pour l'instant, j'ai que des PDF. Mais je pense pas que ça ait une importance, ou alors j'ai mes doigts sur quelque chose. Je ne sais pas. Je parle bien des textes, et pas des visuels. Donc, pour être plus précis, si on superpose l'ouverture avec la terre s'ouvre et vous superposez les deux pages avec la chouette, vous allez avoir les titres comme ça qui font ouverture et la terre s'ouvre. Ça doit être juste question de mise en page parce que si on regarde le cahier des charges, vous ne pouvez pas avoir d'importance. Je ne sais pas qui a fait d'ailleurs la mise en page des textes, si c'est Max. Bon. Non, la mise en page a été faite entièrement par un atelier qui fait de la composition, qui est mentionné d'ailleurs sur la première édition, sur les autres aussi peut-être, j'en sais rien. Et la composition a été faite par un graphiste extérieur. Ah merci, ça évite de chercher aussi des choses et éliminer les 3 parchemins qui se superposent comme dans les pirates. Moi je me pose une question, je me demande si cette nef en caluminé qu'on cherche tous, elle ressemble vraiment, celle qu'on trouve sur le terrain, je veux dire, est-ce qu'elle ressemble vraiment à une nef en caluminé ou est-ce qu'il y a un truc? Il dit que c'est descriptif et pas générique. A priori c'est un truc genre un vaisseau de pierre quoi, comme il y a quelques entités en France quand même qu'on appelle comme ça, tu vois, ça peut être des gros châteaux comme ça quoi. En tout cas, c'est pas un truc poétique, c'est un truc poétique je pense, mais qui doit effectivement décrire, ça doit décrire effectivement le lieu, je pense. Ça décrit. Tout le monde est sûr de ça, mais est-ce que c'est la réalité? La réalité, c'est compliqué de savoir c'est quoi la réalité. Il avait répondu à Madi, je crois, où on lui disait si on passe à côté de la nef et qu'on connaît un peu la chouette, est-ce qu'on peut se dire ça ressemble à la nef? Et il avait répondu si vous avez un esprit un peu poétique, oui. Donc, en gros, c'est un peu une interprétation poétique, clairement. Ouais, mais ça pourrait être par rapport à son nom aussi, pas forcément le voyant. Si on passe à côté et qu'on connaît son nom, ça peut être autre chose. Ça peut être par rapport à un élément, je sais pas. Ouais, descriptif. Je sais pas si on peut englober ça sous le terme descriptif. Descriptif, ça a l'air quand même un truc assez visuel, quoi, a priori. Ouais. Un nom, ça peut décrire la chose. Oui, mais certainement que le nom en général, il correspond à la réalité aussi, tu vois. Donc, est-ce que ça pourrait être une ville, la nef en calminé? Je crois que c'est pas une ville, mais qu'il disait que c'était dans une ville ou un truc comme ça. Je sais plus, il y a des Madis là-dessus. Il dit que ce qui figure sur la carte, c'est pas la nef, mais c'est le lieu dans lequel est la nef, en gros. Je retrouve la formulation exacte. Oui, la nef, ça peut... La nef est dans un lieu, mais n'est pas un lieu elle-même. C'est ça, exactement. Voilà. C'est plutôt, moi, les sentinelles qui m'intriguent depuis toutes ces années, si c'est des trucs très grands, si elles sont à ciel ouvert, si dans une forêt, ou si on les trouve dans un musée, ou si c'est du simple dolmen. Ça me semble important ce que tu as dit, c'est dans un lieu, mais ce n'est pas un lieu elle-même. Ouais. Oui, c'est un Madi, répété plusieurs fois. Oui, j'avais vu ça. Ouais. Et apparemment, que la ville où est située la nef est inscrite sur la carte, quoi.
je vois ça comme ça, j'interprète ça comme ça. Ouais, et en plus, il dit que la nef, c'est vraiment le truc le plus connu. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une ville, tu regardes, et le premier truc en fait qui vient, ce serait la nef. Il dit que c'est l'entité célèbre à des kilomètres à la ronde, quoi. Donc voilà, ça n'exclut pas les cathédrales, les grandes villes connues. Ah ouais, non, pas du tout. Une cathédrale. Ah non, pas du Ça tout. me paraît même quelque chose d'assez simple et trouvable, et pourtant poétique, voilà, selon l'histoire de ce qu'on trouve. Tout à fait. Plus on sait qu'elle est célèbre, donc ça élimine quelques trucs quand même. C'est la nef où il parlait, non, c'est pas les sentinelles où il parlait la nef, ouais. de la fréquence de visite. C'était la nef. Hein. Ouais, moins que le Saint-Michel. Beaucoup de personnes, elle a vu passer beaucoup de personnes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui s'y sont rendues. Ouais. Il dit qu'ils s'y sont rendus, et même on lui demandait, mais qui se sont rendus genre dans le lieu où est la nef, ou qui se sont rendus vers la nef, et il disait les deux. Donc même la nef en elle-même, elle a une grosse célébrité, quoi. Il y a un aspect touristique forcément qui est lié à ça, du coup. Énorme, oui. Ouais. Est-ce que c'est vrai que Michel avait dit j'ai vu les sentinelles quand je suis arrivé, mais je savais pas que c'était... Non, je les connaissais, mais je les avais jamais vus. Là, j'ai raté ce vocal. Du coup, c'était peut-être un dérapage incontrôlé ou pas, quand il a dit je les ai vus. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive pas, Gringos. Ça, on devait pas en parler, ça. Bah, j'en parle pas, alors. J'en parle pas. Il les a jamais vus, c'est tout. Ok, il les a jamais vus, Restons-en là. Et la nef, est-ce qu'il l'a vue? Il n'a pas répondu à ça. Je pense la nef, on l'a tous vue. C'est tous. J'en suis sûr et certain. C'est tellement... au moins de deux noms, vous la connaissez. C'est pas possible. Ah, on a vu le nom? Non, oui. Ah ouais. Mais là, on parlait pas du nom, on parlait de les voir en visuel. Parce que vous avez fait toutes les cathédrales de France déjà, par exemple. Pour moi, une cathédrale, ça ressemble pas à un navire noir perché. Hein. J'ai pas dit ça. Une nef, c'est pas un navire nord, c'est une nef qu'on cherche en 560. Attention. Ouais, mais il y a un lien entre les deux. Il y a un lien, c'est pas forcément une égalité. Certaines ont une histoire avec des vaisseaux, donc et ils ont souvent une nef. Donc voilà. Après, il faut pas le faire à l'envers, l'énigme. Il faut que ça t'amène là-bas. Et si tu trouves la ville, tu vas aller voir la nef et ce que tu vas trouver dedans. Je pense qu'il sera ou non, parce que si elle apporte rien, si par exemple on trouve, je sais pas, une cathédrale et ça nous apporte rien, il y a un problème. On est d'accord que la nef, elle doit apporter quelque chose. C'est pas juste trouver le lieu, apparemment. Enfin, s'il y a quelques madis qui le disent, que la nef, elle apporte une réelle information. En tout cas, j'ai jamais vu à part Dabo et les BSM, j'ai jamais vu de solution probante sur le couple nef-sentinelle. Soit il y a un truc sur la nef, soit il y a un truc sur la façon de trouver les sentinelles. Déjà l'aspect foule qui sont allés voir le rocher de Dabo, ça me fait un peu, ça me gêne un petit peu, mais bon, acceptons. Et puis après, tu fais une théorie. Tu fais la théorie que les sentinelles, elles sont forcément à 8000 mesures de la nef. Alors peut-être, pas sûr. C'est pas théorie, justement. C'est pour ça que je te dis, il y a un truc quelque part, c'est soit sur la nef, soit sur la façon de trouver les sentinelles. Exactement. Si t'as la bonne Comme nef, on passe un trait et qu'on arrive là. T'as la bonne nef en 560, ça voudrait dire qu'en 650, t'as juste à regarder un peu à l'ouest, et puis t'as trouvé les sentinelles en 10 minutes. Il y a un truc qui cloche pour moi. Il y a une astuce. On est d'accord sur ça, qu'il faut vraiment trouver. C'est une énigme, c'est 4 lignes. C'est incroyable, quoi. Clairement, les chiffres et tout. Donc, ouais, il suffit pas pour moi aussi de regarder à 8000 mesures, à peu près sur une carte, comme un Surtout Dugorin. qu'il a dit que ça ne sert à rien de fuser les yeux sur une carte. Hein, donc, À ce propos, Max disait qu'il suffisait d'appeler le syndicat d'initiative, de se renseigner sur la petite région pour trouver les sentinelles, non? Ouais, de se renseigner. Est-ce que regarder sur une carte à 8000 mesures à peu près, c'est se renseigner? Je sais pas. Non, mais on peut se renseigner, trouver... Ce que je veux dire, c'est qu'apparemment, c'est simple de trouver les sentinelles, donc j'en conclus qu'il y a un truc sur la nef. Il y a un truc, ouais, clairement, on finit la 560, mais la question, c'est est-ce qu'on commence exactement sur la nef, ou est-ce que le fait d'avoir tiré ce trait vers la nef, le trait, il peut aussi apporter autre chose, quoi. Le Madi, c'était trouver la nef n'est pas sans conséquence. Bon, après, ça veut tout et rien dire, hein, parce qu'effectivement, si tu en as besoin pour arriver au bout de la chasse, automatiquement, c'est pas sans conséquence. Ouais, il faudrait qu'ils disent sans conséquence pour la suite, quoi. Pour l'énigme qui suit exactement. Mais ça... Mais il a jamais dit que le là, c'était la nef. Non. D'accord. Il dit le là, c'est l'endroit où tu commences en fait la 650, et a priori, tu commences la 650. La 560. La 560, ouais. Donc voilà, notre cerveau fait un raccourci, mais ça n'a rien à voir. Non, peut-être que la nef va nous indiquer qu'il faut faire un saut quelque part, où on va comprendre, avoir un déclic, et qu'il faut aller ailleurs. Ah, c'est possible, ça. Rien ne l'empêche. Max avait dit que le trait à ne pas regretter avait vocation à être prolongé. Tout à fait, j'allais le dire. Tout à fait. Après, il a un peu nuancé, je crois, mais c'est vrai qu'il a dit ça. Ouais, on pourra envisager que du coup, il va couper
un autre trait et que c'est l'emplacement de cette intersection qui est intéressant et qui serait potentiellement le là de la 650. Comme si on avait une construction qui se faisait petit à petit et qu'en 650, on commençait un peu à comprendre à quoi ça sert, quoi. Vous avez ce Madi qui dit qu'il avait vocation à être prolongé. Il me semblait qu'il y avait, je peux pas dire si ça peut être prolongé, mais je me rappelle pas du fait qu'il ait vocation à être prolongé. Moi, je l'ai déjà vu, donc on va le retrouver facilement, je pense. Ouais, je veux bien. Il refuse de le dire. Effectivement, il refuse de le redire clairement. Je sais plus exactement la logique des Madi, de la suite des Madi. Mais... Il y a Michel qui doit être en train de se marrer. Ah oui, parce qu'il nous dit depuis des semaines, arrêtez avec les Madi, et à chaque fois, on continue d'argumenter avec des Madi. Donc, Bon, ça dépend de la formulation du Madi. Si c'est je ne peux pas vous le dire, j'en tiens pas compte. S'il dit clairement le trait a vocation à être prolongé, bon, bah, je vais jeter un œil. S'il le dit une fois clairement, puis qu'après il refait un truc à la noyage de poisson. Et sur les sentinelles, est-ce qu'elles sont de même nature? Parce que semblable, il dit semblable. Est-ce qu'on pourrait mélanger une cathédrale avec une tour à côté, plus une statue, par exemple? Ouais, en fait, il répond vraiment l'action. J'ai mis sur nos micros la suite. Le problème, c'est que le mec lui demande est-ce que ça a vocation à être prolongé? Alors lui, il dit oui, c'est à peu près cela. Et puis après, il dit oui, mais j'ai pas dit que c'était obligatoire. J'ai simplement répondu à une question. Donc là, c'est encore du Max qui nous mène en bateau, peut-être. Cette réserve, il fait une réserve. Donc moi, j'ai pas envie de me baser sur ces Madi pour faire une déduction, quoi. Il fait un rétropédalage, il fait une réserve, mais n'empêche qu'il l'a dit au départ. Hein, même si il fait attention et qu'il fait un rétropédalage par la suite, ça a quand même été dit au départ. Ce que j'aimerais bien trouver, c'est la base, parce que là, le premier que j'ai mis en 96, le mec dit vous dites que le trait, donc apparemment ça a été dit avant 96. J'ai jamais retrouvé le Madi d'origine. Ok, ah ouais, c'est peut-être des Madi perdus des premières années. Ouais, c'est ce que je pense, parce qu'il n'y a pas de problème. Hein, il fait bien lui-même, enfin il fait lui-même par la question interposée, il fait quand même bien un lien avec ce Madi qui a disparu. C'est à peu près cela, mais pas que cela. Le problème, c'est qu'on est tellement paumé qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller essayer de trouver des réponses dans les Madi. Pas être paumé, j'ai repris la chasse depuis le début en oubliant un peu des trucs, et comme il l'a dit, voilà, de se fier qu'aux énigmes, mais oubliez tout ça, vous allez voir, vous devez vous débloquer. Hein. Ouais, c'est ce que je fais, mais je vois toujours pas la lumière, moi. Alors en 470, alors je me le barrer. Hein. On va la voir, mais ouvre tes chakras un peu, quoi. Il n'y a pas besoin de la voir. Il faut la comprendre, surtout. Faut la comprendre. C'est très rhétorique, c'est comme la Bible, donc forcément. Non, mais ça, c'est ce que tu penses, ou ce que tu crois savoir, mais est-ce que c'est ça? Je peux pas te l'affirmer. Mais oui, à chaque fois, il y a une hypothèse. Dans ma piste, je pense avoir compris la lumière et avoir trouvé qu'elle présente, ce qu'elle représente, et pourquoi ça s'appelle comme ça, et ce que ça me donne après concrètement. Donc si j'ai un truc logique et des puzzles s'imbriquent de façon parfaite, je vais pas commencer à revenir en arrière là-dessus, je vais essayer d'avancer. Ah bah oui, c'est sûr. Et donc quand on avance, on avance. Par contre, je me demande, les sentinelles, je sais pas quand je les aurai, et si je les aurai un jour, et comment je vais les reconnaître en plus. Ça me rend fou. T'as un voyant qui clignote dessus. Il y a un gyrophare, ça clignote. Ah, c'est ça. Après, si on trouve l'astuce avec les chiffres, j'ai quelques pistes, quelques idées, mais ça marcherait pas, en fait, de le trouver grâce à ça. Par exemple, je trouve un lieu avec mes chiffres, ça n'est pas possible, selon les Madi, encore une fois. Ce qui est bizarre en 650, c'est qu'il a bien dit que le passage en revue étant la dernière chose qui était demandée, ça veut dire qu'on est déjà censé avoir l'explication des chiffres quand on fait le passage en revue. Mais donc, ça voudrait dire que le passage en revue, et même le repérage des sentinelles se ferait après la compréhension des chiffres. C'est bizarre. Parce qu'on a vraiment l'impression dans l'énigme que si tu as la nef, ou le là en tout cas, et que tu arrives là, les sentinelles, tu vas les trouver rapidement. Donc ça voudrait dire qu'il faut faire petit 1, trouver les sentinelles, petit 2, décrypter les chiffres, et petit 3, faire le passage en revue. Je sais pas, c'est bizarre. Et est-ce que moi j'ai trouvé une piste où la couleur est très importante. Donc ça, personne ne va me le dire si c'est important ou pas. Le rouge. Après, attention, il y a peut-être une nuance entre trouver les sentinelles et les passer en revue. On peut peut-être les trouver plus tôt, comprendre les chiffres et que les chiffres, tu vois, ils ajoutent à faire le passage en revue. Et là, ça se tient. Il y a une cohérence. Mais je suis d'accord avec toi, il y a vraiment des étapes à respecter, on dirait. Mais comme tout est lié, a priori, quand même, j'ai l'impression que ces chiffres, ils doivent forcément apporter quelque chose pour le passage en revue. Donc, si on part de l'idée que des sentinelles, il y en a peut-être beaucoup plus, imaginons qu'il y ait 10 sentinelles, 15 sentinelles, et que le passage en revue, ça serve justement à en sélectionner. Non, les chiffres, c'est-à-dire que les chiffres permettraient d'en sélectionner un certain nombre, et ensuite on focalise le passage en revue que sur celle-là. Ouais, pourquoi pas. C'est ça, mais que les chiffres, en fait, ils apportent. Tu vois que les chiffres donnent un peu une méthode pour passer en revue, puisque ça se prend avant. Mais comparé avec la V1, quand même, ça n'a rien à voir. C'est ça qui est perturbant. Maintenant que tu as des ailes, prends ton essor. Ouais, il parle pas de passage en revue. Voilà. Donc, et les deux versions, selon Monsieur Michel Becker, on trouve la chouette. Donc, il faut que les deux fonctionnent.
Oxane. Mais dans le Perméus, voilà, il y a le mot fouille qui peut nous indiquer des indices dans l'introduction. On n'a pas Ouais, là. je l'ai relu hier, l'introduction. Elle est J'ai un dingue. peu de mal à j'ai un peu de mal à voir où est-ce qu'on peut choper des indices. Parce Moi, que j'en vois trop, c'est mon problème, j'en vois Bah ouais, trop. mais la plupart des indices qu'on pourrait voir, c'est en fait le narrateur qui raconte. Mais le narrateur qui raconte, c'est pas la vie du Père Méhu. Enfin, c'est pas le Père Méhu qui la raconte, quoi. Donc, Enfin, tu tout ce peux qu'il pas. raconte, c'est tiens, je te raconte une histoire, et puis quand j'étais petit, j'ai fait ça, ça. Pourquoi ça te bloque pour trouver des indices? Parce que toi, tu voudrais que ce soit le narrateur? Cohérent, parce que c'est pas cohérent le fait que ce soit Mais oui, c'est pas un cohérent. extérieur à la chasse qui a jamais trouvé et qui donnerait des indices. Mais bon, c'est une chasse au trésor, Exactement. c'est un jeu, tu vois. Faut peut-être pas aller jusqu'au bout de la cohérence quand même, être aussi extrême, quoi. Non, mais il y a quand même. Il s'adresse à nous, il se fout de la gueule de nous dans l'intro, c'est trop marrant. Enfin, il dit, Pensez à Sipan, je sais pas si certains connaissent Sipan. Au début, tout le monde s'est dit, ah, mais Sipan, il faut forcément que ce soit logique parce que Gringos, tu vois de quoi je parle. Il Ouais. y a plein de gens qui cherchaient des événements qui se soient passés avant ce que raconte le livre, tu vois. Et le créateur, il a dit, non, mais arrêtez, je vous arrête tout de suite. C'est un jeu, arrêtez de chercher une cohérence. Ah ouais, alors du coup, je déteste ça. Oui, moi Je aussi. déteste ce genre de chasse. Moi aussi, c'est pas cohérent du tout. Sur Sipan, ouais, moi je suis sur d'accord. Sipan, ouais. Bah, en fait, au début, ça choque. Mais après, quand tu vois que c'est ludique et que c'est des jeux de mots, tu fais, en fait, elle est cool, la chasse. Bah, faut quand même qu'il y ait une cohérence chronologique, au moins. Or, c'est pas le cas. Bah, oui, je suis d'accord. Il y a des trucs qui vont pas. Ah non, c'est pas du tout ça. Il va te parler du Pérou pour faire trouver, par exemple, Tintin et Milou. Mais personne ne va penser à Tintin et Milou. Je donne un exemple. Et alors, ça reste une chasse, quoi. Il y a plus gros comme incohérence. Hein. Il va te faire penser à un truc qui n'existait pas à l'époque, par exemple. Bon, ben, ça va pas. Comme l'astropème qui a été découvert en 1980. Absolument, par exemple. Enfin, c'est un exemple quand même pour dire que, bon, à partir du moment où il y a une petite histoire, un texte un peu élaboré, je suis pas sûr qu'il faille non plus voir une hyper cohérence là-dedans. Et donc, pour vous, le 7.1, 7.2, est-ce que c'est possible que ce soit des extractions? Parce qu'on sait que maintenant ça existe, mais avant ça n'existait pas. Moi, j'aimerais bien. Pourquoi se bloquer à ça? Pas rien possible. n'empêche que ce soit des extractions. Hein. Rien D'accord. n'empêcherait. Hein. Ouais, après, en tout cas, moi, j'ai pas la solution. J'avais les 3 départements limitrophes plus Creuse qui me semblaient tout à fait parfaits. Et manifestement, c'est pas ça, puisqu'on peut inverser les 2 derniers chiffres sans conséquence. Donc, Alors attends, je reviens sur ce que tu viens de dire. Même si tu inverses tous les chiffres, même je t'enlève tous les chiffres, moi je vois un mec avec une pelle. Donc le verbe, c'est quoi? C'est creuser. Ça marche toujours. Oui, ça marche toujours. Mais le point précis qui était potentiellement défini par ce tripoint de département, il n'existe plus. Donc c'est un problème dans cette idée, dans cette piste. Mais peut-être qu'il y a une autre astuce. Et après, il s'est dit, oh merde, là si je fais ça, je peux aussi accentuer. Allez, je leur donne la creuse. Si j'inverse les 2 chiffres, ça ferait un double. Si tu inverses les 2 chiffres, la creuse, elle reste. Mais du coup, pour moi, c'était le tripoint qui était intéressant dans cette énigme parce qu'il nous donnait un point précis. Et le creuse pouvant servir de reliquat potentiellement. Et l'œuf du Père Méhu, ça se passe où dans l'œuf du Père Méhu? Tu vois, je l'ai lu hier, je me rappelle plus. Dans le sud. Ouais, mais précisément, tu vas voir que ça. Apt, et puis après, il remonte vers je sais plus où là. C'est dans la Creuse. Ouais, enfin, il est originaire de la Creuse, effectivement. Non, c'est le. Il est originaire de chez Oui, c'est le narrateur qui est originaire de la Creuse, mais c'est pas le Père Méhu. Moi, en fait, si on vient me dire que tu viens de la Creuse, pour moi, c'est pas anodin, mais ça dépend comment tu veux interpréter ça. Pourquoi préciser qu'il vient de la Creuse? C'est un petit peu comme dans je sais plus quel document où Creuse était mis en gras tout le temps là. C'est quoi ce document-là là, le rapport de l'huissier? Non, c'est pas ça. Il y a pas un truc comme ça. À chaque fois, le Creuse était surligné ou souligné. Ça, c'est dans le règlement, le nouveau règlement. Ah oui, c'est ça. Le nouveau règlement, les précisions qui sont à la suite du nouveau règlement. Nouveau entre guillemets, hein, nouveau entre guillemets. Quand j'ai lu ça, je dis mais c'est quoi ce truc là? Ça précise simplement qu'il faut creuser pour espérer voir la chouette d'or. Hein. Enfin, je comprends. Oui, moi je l'avais compris aussi comme ça, mais j'avais trouvé ça assez étrange. Certains vont y voir des indices, ça c'est clair. Et dans les Madis, il a bien dit j'aurais pu remplacer la pelle par une pioche, il me semble. Ouais, ça donne aussi une pioche, c'est aussi pour creuser. Hein, donc. Et ben voilà, tu l'as dit. Et à ce moment-là, tu es d'accord qu'on ne creuse pas en 650. Donc pourquoi faire trouver le verbe creuse si c'est pas pour donner le premier indice? Allez, je vous donne le département. Non, puis il y a un autre truc aussi. C'est Michel n'arrêtait pas de dire, il y a des coïncidences incroyables que j'ai peintes par hasard. Mais c'est vrai que le visuel de la 650, moi, avec cette histoire de tripoint, je le trouvais parfait parce que tu avais 3 entités au fond ensemble et une entité avec homme et la pelle toute seule devant, quoi. Enfin, c'était parfait du tripoint. Sur ma zone, moi, j'ai failli partir creuser. Je trouve une photo en noir et blanc d'époque où j'ai 3 personnages comme ça, à côté d'un rocher, et l'autre, un gardien qui est mis. Je fais, mais c'est pas possible. Et moi, je pensais que c'était Max qui avait donné la photo à Michel. Hein. Je
Mais après, ça va pas du tout. Il a pas donné de photo, donc c'est pas Une possible. photo développée par Niepce. Mais Ouais, non, je le trouvais vraiment, cette histoire de tripoint, moi, ça me semblait simple, élégant et une méthode hyper astucieuse pour faire trouver un point précis. Michel trouve dingue que ces 3 silhouettes, apparemment, on les retrouve un peu dans les solutions. Là, je répète ce que je ressens derrière ce qu'a dit Michel. C'est pas faux, mais je voudrais quand même vous apporter une précision sur le creuse qui est souligné dans les commentaires du règlement. D'abord, je répète une énième fois que le règlement il n'a pas changé depuis le premier jour et que le commentaire n'est là que pour en expliquer le sens, l'esprit. Et le verbe creuse, il est souligné parce que ça fait partie des éléments qui ont été produits au tribunal et qu'on a en face de nous un chercheur bien connu qui prétend qu'il n'est pas nécessaire de creuser et qu'il suffit de trouver la solution à la 12e énigme. Donc, D'accord. pour bien lui faire comprendre que creuser était quelque chose d'important, c'est souligné dans ce document. Très bien, merci pour les Voilà. précisions. De rien. Donc ça, il faut l'oublier, mais ça n'empêche pas qu'on a toujours cet homme Pas que le avec visuel Michel. de la 150, il est fou. Et il est surtout tout rouge. Et quand on voit tout est révélé, c'est vrai que ça fait penser à la photographie sans penser à Niepce. Mais comme l'a dit encore hier Michel, ça c'était pour les reliquats, ça marche comme une photo argentique. Je pense que c'était un peu poétique pour dire on est dans le noir et puis on voit la lumière, ça se révèle. Est-ce qu'on peut dire aussi que tout ce qui se révèle est en miroir? Alors d'abord, c'est pas du tout poétique. Quand je parle de révélateur façon papier argentique, ça veut dire que la teneur des reliquats, ce que sont les reliquats et la manière dont on doit les employer, va se révéler rapidement, mais quand même en chaîne, progressivement. D'où l'idée de l'image du papier argentique, qui n'a rien à voir avec Niepce. C'était un exemple sans corrélation avec la piste Niepce. Je veux juste dire que la révélation se fait comme ça par palier, au moment où on est sur la zone et où on comprend tout. D'ailleurs, si un chouetteur part en randonnée, il tombe sur la zone sans chercher la chouette, il est en pure balade, ça me rappelle la chouette, ça me rappelle la chouette. Je crois que Max avait dit, oui, effectivement, s'il y a un chercheur qui est sur zone et qui a un peu de connaissances, il y aurait un tilt. Juste une parenthèse, si Michel m'entend, sur nos micro 3... C'était quoi la question? Non, parce que je vous ai posé la question tout à l'heure sur la fin, enfin sur la chasse au trésor, c'était une chasse de pirates. Et vous avez dit que vous confirmiez que pour vous, la fin de la chasse au trésor ressemblait avec quelque chose qui avait pour trait la chasse au trésor de Pierre. Et donc du coup, je disais à Pierre-Rouchki et aux autres que vous aviez dit la fin pour vous qui vous évoquez une chasse au trésor de Pierre. Ah oui, c'est tout à fait digne de ça, ouais. Sans aucun doute, je confirme. Merci Michel et merci Tofu. Alors par contre, du coup, Tofu, tu as mangé la question précédente qui disait que si on se baladait et qu'on arrivait sur la zone, est-ce qu'on pouvait avoir des tilts? Gringo, ça a répondu, je crois. Je ne peux pas répondre, j'ai pas les solutions. Ma question indirecte, c'était on est sur zone, on a fait un peu la chouette, est-ce qu'on a un c'est une tilt question ou pour non? Michel. Parce que quand on dit sur la zone, Michel dit quand vous avez la zone, vous aurez le tilt. La réponse est simple. Gringos n'a pas les solutions, il peut pas répondre, d'accord? Exactement. Moi j'ai les solutions, bah voilà. Moi j'ai les solutions, je peux pas répondre. Et ben voilà. Ça. Et oui, Michel ne peut pas se mettre dans la tête de tous les chouetteurs. Mais non, c'est il pas peut possible. surtout ne pas dire oui, regardez, tout va sauter aux yeux. Bien sûr, il peut pas dire ça. mais encore une fois, peut-être qu'un chouetteur pourrait avoir le déclic comme un autre pourrait ne pas l'avoir. Tu peux pas savoir à l'avance. Tu peux pas avoir la certitude que tout le monde aurait la même façon de penser, la même façon d'avoir des déclics. Non, mais là, la question, c'était limite si j'ai pas les bonnes solutions. Je connais juste la chouette, quelques éléments. C'est ça que tu veux dire, Gringos? Ouais, surtout ce qui est les solutions publiées jusqu'à aujourd'hui qu'on connaît tous et toutes. Est-ce que si je suis sur zone, tiens, Belvédère. Ah, ça me fait penser à l'Apollon du Belvédère. Tiens, je tourne là. Carrefour du Coq. Et c'est fou ça. Attends, j'avance un peu. Le bateau sans vent. Tu vois, si on voit tout ça, ça le truc que je veux vous dire. Vous êtes d'accord que même le plus bête des chouetteurs, il va se dire, il y a un problème. Et donc moi j'ai une zone comme ça que je vais vous donner parce que je l'ai éliminé. C'est le camp de la Bure où il y a une petite tombe d'un léon. Ensuite il y a une petite fontaine en forme de cœur. Et tout ça c'est un site archéologique. Et le truc est à 650 mètres de haut, je crois, pour parfaire. Mais vu que c'est un site archéologique, et t'as 3 petites statues avec un Poséidon, enfin un homme poisson, enfin la représentation de Poséidon. Mais vu que c'est archéologique, je me suis dit bon, poubelle. Mais c'était très très beau. Donc on sait que c'est pas un terrain militaire, etc. Tu vas trouver plein de zones qui vont coller avec quelques éléments. C'est trop tendancieux de faire ça. Exactement. Puis le cerveau va nous... Tu zoomes, tu vas trouver des trucs évocateurs. Mais vous êtes d'accord que la vraie zone, il y aura des choses forcément moi, je pense que comme oui. ça. Il y a des choses qui devraient se goupiller comme ça. Je suis d'accord avec toi. Ce sera peut-être des choses beaucoup plus avancées, pas forcément. Là, tu vois, tu prends l'exemple du coq. Je pense pas du tout à ça. Par contre, je sais pas, la solution, d'une énigme précise, la vraie solution, que ça donne un élément que tu retrouves sur la zone, peut-être. Mais le problème, c'est que ça dépend de
ton avancement. C'est peut-être pour ça qu'en fait, tu peux Et pas de tes répondre. solutions. Mais par contre, ça veut quand même dire que si tu as des bonnes solutions, il y a un truc parlant sur la zone. Tu vois, peut-être des noms de lieux, des trucs comme ça. Ça peut quand même... Mais en gros, ça va pas nous aider à trouver la zone, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pourquoi il y aurait vraiment un repère dans les alentours qui nous mettrait sur la voie si la super solution elle-même nous donne toutes les indications? Bah, pas forcément, mais peut-être, puisque justement, ça dépend. Ça veut dire que si tu as quand même quelques solutions, peut-être qu'en passant dans la zone, ça peut t'évoquer des choses. Donc c'est bien qu'il y a un lien quand même avec... Oui, parce que tu vois. les reliquats peuvent très bien être finalement la succession de solutions qu'on a trouvées qui s'appliquent à la zone. Comme tu disais tout à l'heure, Gringos, trouve le coq, bon, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un truc qui évoque une bataille, une brèche, pour la brèche de Roland par exemple. Ça peut être après un truc qui fait référence au navire noir perché de manière un petit peu détournée. Pareil pour la spirale, pareil pour la lumière céleste de la 420, etc. Mais des choses qu'on peut comprendre que si on a les bonnes solutions, effectivement, qui permettraient de verrouiller le truc. C'est ça. Ce qui expliquerait que Michel ne puisse rien dire sur ce qu'il pourrait y avoir autour, quoi. De toute façon, il peut rien dire quoi qu'il arrive. Hein. C'est sûr. Par contre, mettez-vous à la place de Max. Vous trouvez un lieu où la super solution, il doit être quand même magnifique. Et c'est pas, je sais pas comment vous dire, mais si ça l'a inspiré comme ça, soit c'est pas le lieu, c'est la méthode, mais le lieu pourrait être la zone autour, hein. Une très belle forêt, par exemple. À écouter Michel hier, quand il refaisait un petit peu le détail de ça, oui, on a l'impression que ça va être grandiose, quoi. Il y a une éclipse de soleil qui va se produire au moment où on déterre la chouette, quoi. Non, mais voilà, moi je serais très triste en forêt de Fontainebleau parce que j'habite à côté, mais cette forêt m'a toujours inspiré, mais il y a tellement de noms de rochers que tu peux faire toutes les chasses au trésor du monde. Et même, je pourrais dire, là, aller à Fontainebleau, tu peux pas, là. C'est trop, il y a trop de chemins possibles. Par contre, quand on me dit que la zone, elle est lambda, bah, j'élimine la forêt de Fontainebleau. Et quand on me dit, il y a un hôtel à 5 km, bon, ça, il y en a. Même l'hôtel de l'Aigle Noir, t'as un truc pas loin. Donc, je sais pas. Mais pour l'instant, avec les dires de Michel, dans mon esprit, c'est plutôt, en fait, un bois communal qui a la forme d'une patate. Même Max disait, oui, bah, c'est la forme d'une patate. Et la chouette est à peu près au milieu, vous tracassez pas. Il lâchait ça comme ça. Hein. Je vous donne la super solution si vous voulez là. Ça, on va chercher la chouette avant le 23 avril. Je vous donne les deux premiers mots de la super solution. Il est né de pierre aveugle. Le 2 a été rajouté. Vous gardez 2. Passez à l'énigme suivante. Il y avait le coq qui représente la France, mais aussi la Gaule. Donc je vous donne que le début. Hein. Ça fait 2 Gaules. Voilà. Pas de contemporain dans la chasse. Comment ? Tu peux en sortir plein des trucs comme ça. Pas de contemporain dans la chasse. Ok, mais si vous en avez plein des comme ça, vous me les dites quand même. Moi, je les mets dans un petit panier. Ça m'intéresse. Tous les jeux de mots comme ça. Tu peux prendre n'importe quel mot qui t'a semblé un petit peu sous-utilisé et dire bon ben voilà, c'est ça un reliquat. Ça paraît trop aléatoire. De Gaulle, ça pourrait être 2 cannes à pêche. Ouais. C'est quoi le jeu de mots avec le coq ? Elle est bonne. C'est jamais. Hein. Ah ok. D'où la chanson Je pêche avec De Gaulle. Oui. Il y a les Gaules, on plie les Gaules et on va déterrer. Non, mais je pensais à la nef de Colomber les deux églises qui a été dit par un chercheur dans telle année selon Léon Zitrone, qui a mis des semaines et qui a fait du teasing pour dire à la fin Colomber les deux églises. J'élimine pas pour l'instant cette nef. Hein. C'est bizarre, le mec il a fait tellement de... On avait l'impression qu'il avait eu par Max lui-même cette info qui avait fuité. Bah, ça c'est comment tu fais avec la documentation courante, trouver cette référence qui était très compliquée à trouver quand même. Colomber les deux églises, tu trouves ça compliqué ? Non, le fait que Zitrone l'ait dit, en fait, je crois que c'était... Ah non, ça il dit, c'est Max qui a entendu ça à la radio, et donc ça vous aidera pas, ne perdez pas de temps avec ça, mais un chercheur avait entendu l'interview radio. J'ai cherché sur le net, j'ai pas trouvé. Ouais, c'est ça. Donc oui, on peut pas vérifier comme tu as dit. Oui, c'est ça, du coup, c'est pas... Enfin, ça, à mon avis, pas se baser là-dessus, en tout cas pour... En tout cas, tu fais une chasse qui commence par des couleurs, ça sentirait bon de finir par des couleurs, sur le thème de la lumière, etc. Tout ce que je peux dire. Et ouais, après, je crois qu'il n'y a pas de thème commun, alors peut-être qu'il y a les couleurs au début et les couleurs juste à la fin et rien de commun entre deux. C'est possible. Mais on est d'accord qu'il y a une astuce cachée et il y a très peu de texte. Par exemple, dans l'ordre de Sipan, c'est facile de faire tout un texte à extraire, faire une super solution. Là, on a très peu de mots. On a très peu de... parle vraiment dans les énigmes. Ou à moins que la super solution marche avec nos réponses. C'est possible. C'était ce qui était suggéré avec cette définition de reliquat, que c'était issu de nos décryptages. Mais c'est toujours compliqué, en fait. Qu'est-ce que c'est cette définition ? Enfin, je pense que, comme disait Michel, sur les reliquats, il a mis un mot sur un concept qui ne devait pas être expliqué, mais compris naturellement quand on arrivait à la fin de la 11e. Donc il faut que ce soit, je pense, suffisamment évident que sans qu'il y ait les Madis, sans qu'il y ait le Minitel, un joueur puisse comprendre qu'il
qu'il est sur une zone et qu'il a besoin de trouver un point précis sur cette zone et qu'il puisse s'en sortir sans qu'on lui explique des concepts de reliquat, de décryptage, etc. Bah oui, Moi, je pense qu'on ne doit pas les chercher. C'est le meilleur moyen pour s'embrouiller la tête. Il faut résoudre les énigmes sans s'en préoccuper. exactement. On a le droit d'imaginer maintenant un concept un peu plus grand. Parce qu'avant, pendant 30 ans, on cherchait un repère pérenne, une distance et fin de l'histoire. Grâce à Michel, on sait que c'est un truc bien plus important et grandiose que ça. Donc je trouve que ça ouvre notre esprit. Après, c'est vrai que c'est bizarre parce que du coup, on n'est pas censé les chercher, ça je suis tout à fait d'accord. Mais donc il y a quelque chose qui se passe. Quand on arrive sur la carte, il y a un déclencheur qui fait qu'à partir de là, quand on reprend les énigmes, limite qu'on fait ce deuxième passage, et ben là par contre on les remarque les reliquats. Donc il y a quand même il y a un vrai déclencheur quoi. Quand il dit vous arrivez sur la zone et là vous comprenez, vous vous dites bon sang mais c'est bien sûr. Donc je me demande quand même, à mon avis on peut quand même le soupçonner un peu avant, tu vois. Même si on est d'accord, il faut pas le faire et ça peut être piégeux, etc. Mais je pense quand même que ça doit être quand même un truc qui est assez évident pour que quand tu as ce déclic là sur la zone, tu dises ah mais oui bordel, j'ai fait Bourges, j'ai fait Sud, j'ai fait Aron-Sevaux, mais ça je l'avais pas vu, tu vois. Donc il y a quand même un déclic quoi. En fait, je pense que c'est soit comment dire. En fait, je pense que c'est soit quelque chose qu'on n'a pas trop résolu et qui du coup on ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas résolu ça. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on sait, on voit pas ce que ça peut être. Donc soit la zone révèle ces reliquats, soit les sentinelles peut-être révèlent ces reliquats, soit peut-être que c'est une solution à une énigme précédente qui permet de révéler les reliquats, ou c'est peut-être l'assemblage de tout ça. Mais en fait, comme disait NLC, tant qu'on n'a pas tout résolu, on peut pas vraiment savoir qui est quoi et comment les trouver. Ouais, dans une chasse moderne, on aurait pu imaginer de trouver un livre extérieur comme ça a été fait, par exemple dans l'Aventurier perdu, où les sortes de reliquats, quand tu trouves le livre, tu fais mais bon sang. Et là, tu peux reprendre toutes tes énigmes et aller piocher dans l'histoire que tu as découverte. Donc peut-être un lieu avec une légende. En fait, c'est vrai qu'il y a un lieu avec une légende qu'on ne connaît pas. On pourrait facilement après assembler les reliquats. On a une histoire sous les yeux. Et vu qu'on est dans le thème des pirates, une légende, ça serait pas mal. Et Max a toujours dit qu'il n'y a jamais eu de trésor enterré avant, comme par exemple, il y a plein de lieux, notamment Fontainebleau, où la légende dit qu'il y avait un trésor enterré à cet endroit. Ah oui, il s'est pas inspiré d'une légende de trésor. Mais ce qui est bizarre, c'est que la 11e a été énormément modifiée entre la première version d'écrite du livre et puis après la dernière. Et du coup, les reliquats, moi, ce qui m'intrigue, c'est que, effectivement, à l'issue de la 11e, on est censé commencer à se lancer à leur recherche, mais ça veut dire qu'ils étaient déjà présents dans les premières versions du livre. Mais, enfin, voilà, moi, c'est là où je bug, en fait. C'est que la 11e est censée nous lancer après sur la piste des reliquats, mais il l'a rédigé après. Donc, ça veut dire que des textes qui étaient déjà écrits, complètement finis au départ, contenaient déjà les reliquats, potentiellement. Donc, c'est comme si, en fait, la dernière, il l'avait écrite plus tard. C'est bizarre, en fait. Les reliquats, ils les avaient déjà pensés, et en fait, il a modifié ou réécrit complètement la 11e à la fin, pour peut-être rediriger correctement vers les reliquats, je sais pas. Mais c'est ça il y a un truc qui ne matche pas, là. Pourquoi tu dis Sur que la zone, dernière il y a des éléments précis qu'il peut utiliser après dans ses énigmes. Il suffit juste qu'il fasse trouver ces éléments précis par l'intermédiaire d'énigmes avant. En fait, je vois pas le paradoxe. Il a créé, si tu veux, c'est un mécanisme, à mon avis, qu'il a créé dès le début. Donc, je comprends pas quand tu dis il a écrit la 11e à la fin. Non, il a fait toutes ces énigmes plus ou moins en même temps, mais il a prévu le mécanisme qu'on appelle la super solution, il l'a prévu dès le début. Hein. Mais ça veut dire que pour lancer le fouetteur justement sur la recherche de ces reliquats, ça se fait pas à la 11e, ça se fait avant. Je crois que l'un d'entre vous disait juste auparavant, c'est que on doit commencer à en avoir l'intuition, non pas à la dernière des énigmes, la Terre s'ouvre. Mais avant, c'est à cause d'un Madi où Max disait qu'on pouvait potentiellement avoir une idée avant de ce que ça peut être un reliquat. Mais Michel n'arrête pas de dire oubliez ça, trouvez la zone, et là ils vont se révéler naturellement. En fait, la vraie logique, c'est Fira qui parle. La vraie logique à l'époque, moi on m'a toujours expliqué ça, c'est qu'il y a des gens qui l'ont déduit ça. Si tu veux, quand tu arrives à la 11e, Max arrêtait pas de répéter vous avez une zone. Mais tu es d'accord qu'une zone ça ne suffit pas pour creuser. Donc en fait, c'est simplement du bon sens. Si à la fin de la 11e on te dit il y a une zone, ça veut dire qu'il y a forcément autre chose en plus qui te donne quelque chose de plus précis. Donc tu vois, c'est des chasseurs au début qui se sont dit mais attendez, si on trouve la zone à la fin de la 11e, ça va pas suffire, donc il manque quelque chose. Et c'est là où on a commencé à parler de reliquats et de super solutions surtout, d'une énigme cachée en fait. En fait, cette notion de zone et de pile poil ensuite, c'est un peu ce qu'il y a autour. Alors il y avait quand même le résumé dans l'œuvre du Perméus qui en parle de zone et qui a des indications supplémentaires qui permettent de trouver l'emplacement, etc. Mais en fait, c'est quand même des notions qui sont arrivées a posteriori avec les Madi par rapport au livre. Donc en fait, moi en tout cas, mon interprétation, c'est que dans l'œuvre du Perméus, à la fin de la 10e,
on est dans les sentinelles, etc. Et à partir de ça, en fait, on doit trouver la zone. Et en fait, il donne aucune indication dans la 11e, à part fouille, sous-entendu, à partir des sentinelles, tu te débrouilles, tu dois continuer et fouiller. Et peut-être, moi, c'est ma théorie, c'est que cette notion d'avoir 2 cartes, par exemple, c'est pas quelque chose qui a été précisé. En 1993, quelqu'un fait un trait, trouve un là à trifouiller les oies, il appelle l'office du tourisme pour savoir ce qu'il y a, il se rend compte qu'il y a des sentinelles, et il fait « Ah bah cool, il y a des sentinelles ». Mais en fait, est-ce qu'il va acheter la carte de la région? Pas forcément, parce qu'en fait, ici, on lui a pas dit qu'il fallait une deuxième carte. On lui a dit pour la première qu'il fallait par le méga machin. Là, on lui a pas dit qu'il fallait une deuxième carte. Peut-être qu'à ce moment-là, du coup, il a modifié dans la 11e. Il dit, regarde, elles sont alignées ou elles sont pas alignées. Et comment tu vérifies si elles sont alignées ou pas alignées? Il faut que tu aies la carte de la zone, en fait. Et peut-être qu'il a écrit ces énigmes sans penser forcément qu'il allait donner des indications au fil de l'eau avec les Madis. Moi, c'est une théorie, je sais pas si j'ai raison ou pas, hein, mais je me dis qu'il y a quand même un nombre de choses qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'on le sait pas par les énigmes, pas par le livre, et qu'on les estime comme acquis, mais il faut se dire qu'à la base, cette deuxième carte, par exemple, je suis pas sûr qu'on le savait autrement que par les dires de Max Valentin a posteriori. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Ça revient à ce que dit Becker, qu'il y a beaucoup de concepts qui sont nés uniquement des Madis. Et en gros, faut faire attention à ça, parce que c'est vrai que c'est pas dans les énigmes, c'est pas dans le livre, c'est pas expliqué clairement en tout cas. Je pense qu'il y a une partie de bon sens. Effectivement, on arriverait sur une zone. Ton réflexe, c'est quoi? C'est d'essayer de zoomer. Donc c'est peut-être en ça, en fait, tout simplement, qu'il dit qu'il y a une deuxième carte, parce que je pense que c'est humain. Quand on est dans une chasse et qu'on a une grande carte de France, on pointe un petit coin de France, on a envie d'aller voir ce qu'il y a, et le réflexe aujourd'hui, c'est géoport. Donc à l'époque, aujourd'hui, en 93, t'as passé 2 mois sur la carte de France, t'arrives à la 10e, on te dit t'es au là, et du coup, donc t'arrives à, je sais pas, à la nef de trifouiller les oies, t'arrives à cet endroit-là, est-ce que tu te dis, maintenant, il faut que j'achète la carte de la région? moi, je pense que tu vas te renseigner quand même. Imagine, tu tombes sur Paris à la fin. Tu tombes sur Paris, tu vas pas aller prendre de la doc sur Paris? Renseignement, je crois que c'est ça. Quand il dit se renseigner, ça englobe tout ça. Ça englobe, tu vas regarder s'il y a des légendes, tu vas regarder la carte, voir s'il y a des châteaux, des monuments, tu vois. C'est un tout. Ouais, mais oui, il le dit, renseignez-vous sur cette région. Mais on est d'accord, mais le truc, c'est ça, il le dit dans les Madis. Mais en fait, dans l'énigme, dans la première du Perméus, il dit juste fouille, qui du coup incite à fouiller davantage l'endroit où tu es arrivé dans la 10e, pour éventuellement peut-être trouver une zone ou quelque chose d'autre. Et dans la nouvelle, moi, ma compréhension, c'est notamment ce système de aligner. Enfin, il a été beaucoup plus descriptif pour inciter davantage les chercheurs à prendre une carte avec cette notion d'alignement. Et après, le reste doit être pour la super solution, j'imagine. Mais je pense que ce passage à la deuxième carte, il doit être quelque part exprimé. Et voilà, c'est pas quelque chose qui est. Faut se dire qu'on n'a pas les Madis normalement pour trouver la zone, pour trouver la super solution, pour trouver tout ça. Donc, faut que soit ce soit évident, soit que ce soit indiqué. Mais avant ça, dans la chasse, quand on tombe sur des monuments, il faut quand même se renseigner. Est-ce que tu achètes la carte de Carignan? Est-ce que tu vois? Non. Mais tu te renseignes pourquoi Carignan s'appelait comme ça. Sinon, ils n'auraient pas trouvé Cherbourg, les gens, ils n'auraient pas trouvé Carusburg. Moi, si on me dit par exemple à Carignan et regarde à 8000 mesures de Carignan, oui, je vais prendre une carte pour regarder ce qu'il y a à 8000 mesures. Mais tu as la carte de France. C'est le fait qu'il y a une distance aussi en 650 qui nous incite, je trouve, à regarder ce qu'il y a un peu autour, quoi, tu vois. Oui, mais c'est la carte de France. C'est 185 km. Pour une carte de France, 8000 mesures. Pas en 650. En 650 oui, moi je parle de 650. Moi je parle des... donc si t'as Carignan et 150, d'accord, ok, j'ai pas compris. Les sentinelles, elles sont sur la deuxième carte, on est bien d'accord avec ça, tu vois. Enfin, apparemment, tous les moyens sont bons, mais dans les autres chasses de Max, il fallait appeler l'office du tourisme avec des trucs très compliqués. Et il disait pas dans l'énigme appeler l'office du tourisme. Et je trouve ça encore plus dur qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est du bon sens. Limite, si tu te passes de carte, pourquoi pas. Imagine, tu vas sur place et puis effectivement, t'es pas loin. Limite, t'as peut-être pas besoin de carte. Mais il se trouve que comme la question, on lui demandait est-ce qu'elles sont sur la carte, il est obligé de répondre. Il répond au premier degré. Ouais, bien sûr. Mais si tu retiens que fouille de la première version, je pense que tu passes à côté de la folie, d'ajouter 2 ailes. Et voilà, je pense que déjà ça fait partie de l'énigme et que c'est déjà des indices. Donc chaque phrase, normalement, serait un indice parce que les 2 dernières sont des énigmes, on est d'accord. C'est pas juste une... Et celle-là, elle a été métamorphosée, énormément, n'empêche, par rapport à la 520, à la toute dernière après. Donc c'est vrai que faire le parallèle entre les deux, c'est assez étonnant. Ouais. C'est une de celles qui a le plus changé, c'est vrai. Pour moi, la 520, elle est juste pour des confirmations pour la SS et elle clôture les choses. Et la 520, pour moi en tout cas, n'est pas une énigme en tant que telle, mais plus des confirmations. Et c'est pour ça que, vu que l'œuvre du Perméus
pour moi en tout cas, est résolvable en tant que tel et mène au même endroit selon moi toujours. Michel Becker aussi dit la même chose. Ce qui veut dire que pour moi la 520 telle qu'on la connaît dans la nouvelle version n'est juste des confirmations et donc peuvent être très utiles, mais n'est pas une énigme en tant que telle, je pense. C'est mon avis. Donc on a le tableau, l'herbe avec la lumière qui jaillit de la terre, serait pas un indice, si j'en crois à ce que tu dis. Vu que ça, pour le coup, c'est dans les deux cas la même chose, ça peut l'être. Moi, je le considère pas comme tel, mais je peux comprendre qu'effectivement, on peut se dire que c'est un indice. Complètement. Mais Il n'y avait pas quelqu'un Max, qui avait dit que la 520 n'était pas une énigme facile, qu'elle était difficile même? si, en fait, elle confirme la SS, oui. Elle fait une étoile. Bonjour à tous, j'ai raté l'intervention de Michel. Ouais, il parlait de toi, Belloc, et apparemment tu étais très loin des solutions. Ouais, non, mais je sais, c'est pour ça que j'ai besoin d'aide. Il disait que ça allait coûter hyper cher en bouteille. Il faut m'aider, les amis, s'il vous plaît. Je suis en désespoir. Il disait que tu avais encore moins de solutions que Zarkos. Moi, pour information, j'ai eu aucune notification de la présence de notre ami Michel sur le vocal. C'est pour ça que je suis surpris. Il est là, mais il n'est pas là. Il est là, mais il était passé pour dire bonjour. C'est parce qu'il t'a bloqué, Bloc. Michel t'a bloqué. Ouais, il m'a bloqué, c'est pour ça. Tu veux qu'on résume ce qu'il a dit? Ouais, il a dit bonjour, c'est tout. Ouais. Non, j'ai posé des questions sur le piqué avec la corde. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'ai expliqué que c'était l'huissier qui devait faire un protocole, faire un procès-verbal, en gros. Et c'est pour ça qu'il y avait un piqué pour dire ça a tant de mesures. Enfin, voilà. C'était juste pour ça, ça a enlevé le flou. Qu'est-ce qu'il a dit? On a parlé de Zarkos qui empêchait toute publication sur Michel. Ensuite, il n'y a pas eu de grosses révélations, d'indices. Le creuse dans la notice. Oui, il a éclairci, ouais, c'est ça. Il y avait dans la notice, il y avait le mot creuse en gras et c'était juste pour. Et la procédure pour montrer que la chouette, elle se trouve pas uniquement par décryptage, mais qu'il faut vraiment creuser pour aller la trouver. Et il ne veut pas répondre si toi, par exemple, Belloc, tu te balades en randonnée, tu es sur zone, à ton avis, est-ce que tu auras un déclic de la super solution? Et ben ça. Moi, à mon avis, oui. À mon avis, si Belloc y va, il aura le déclic. Fais gaffe, Belloc, parce qu'il te raconte des coups, ils te disent pas tout. J'ai la carte déclic avec moi, les gars. J'ai pioché la carte. Est-ce que vous avez une théorie pour la 520 là, qu'on trouve cette chouette avant l'anniversaire? Bon, merci pour ces informations. De rien, Belloc. De rien, Belloc, à plus tard. Je vous laisse reprendre votre conversation sur les reliquats que personne ne peut comprendre et que tout le monde a envie de savoir. C'est comme tout le monde peut les comprendre à condition de ne pas les chercher. Faut pas aller chercher. Non, mais je suis extrêmement sérieux. Ne cherchez pas les reliquats. Vous n'avez aucun moyen de les détecter. Aucun moyen. Je le répète à tout le monde. Merci. Je vous fais confiance. Sauf quand vous serez sur la zone. 470. Ah, mais on n'en est pas là. On n'a pas trouvé la nef encalminée encore là. Donc, peut-être. Mais Greg, on n'a même pas la spirale ni la lumière. Michel, mais on a le droit de poser une dernière question. Quand on parle de zone, est-ce qu'on a le droit de résumer par le fait qu'on a les yeux sur la carte? Les yeux sur la carte. Il faut m'expliquer un peu là. Il veut dire, est-ce qu'on est sur zone physiquement ou de chez nous, c'est ça? Quand on a la zone, ça veut dire, pour résumer, ça veut dire qu'on regarde une carte. Oui, pourquoi pas, ouais. Ah, vous pouvez confirmer. Très bien, merci. Très bien. Non, mais merci bon, beaucoup. vraiment, sur les reliquats, ne parlez pas des reliquats, vous ne pouvez pas les détecter. C'est absolument impossible tant que vous n'êtes pas sur la zone. Vous devez d'abord vous faire une conviction sur la zone. Une fois que vous êtes sûr de vous, vous pouvez vous atteler aux reliquats et ils vont arriver très vite. Ah, c'est ça qui est embêtant. Hein. Cette 560, comme beaucoup ont une certitude sur la zone. La 560, elle est difficile ou pas alors? C'est perturbant, moi, cette notion de rapide, en fait. Moi, c'est ça qui me perturbe. Même quand on entend ces explications, que c'est limite perturbant, quoi. Non, c'est simple quand on a la bonne zone, et avoir la bonne zone, c'est pas simple pour de multiples raisons. Effectivement, là, c'est toute la difficulté de la chasse. Mais une fois qu'on y est, ce qui est important, c'est d'être suffisamment sûr de sa solution pour aller au bout de la suite, pour aller au bout de ce qu'on pense être les reliquats, etc. Il faut aller au bout. Et donc, il faut être sûr de soi. Il ne faut pas aborder une zone en disant peut-être que c'est la bonne, peut-être que c'est pas la bonne. Vous allez avoir du mal à vous en sortir. Il faut aborder la zone en disant je suis sûr de mon coup, j'ai procédé soigneusement, c'est là, ça peut pas être ailleurs. Et à partir de là, les reliquats apparaissent relativement clairement. Et s'ils apparaissent pas, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, quoi. Et est-ce que vous avez le droit est-ce que le processus intellectuel qui mène à la zone, on a le droit de penser que la super solution, elle est rattachée ou ça n'a rien à voir et
c'est quelque chose de différent ou c'est une continuité de la réflexion sur l'ensemble du jeu? C'est un ensemble, c'est un tout, vous aviez dit? Je veux dire, le C'est un processus tout. pour arriver La à zone, la zone, elle est extrêmement logique. Donc, oui, c'est un tout. C'est un tout. Jean-Michel. Bon, après le mécanisme de la super solution, il est particulier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a jamais été repris par Max. Parce que tant que la chouette n'était pas trouvée, il ne pouvait pas le reprendre, il aurait donné la recette. Donc celui-là, il est très, très unique. Le processus de la super solution, il est unique. La zone doit être définie vraiment de manière précise, c'est-à-dire les contours de la zone doivent être définis de manière précise ou on peut arriver sur la zone comme ça et puis commencer à y réfléchir? Quand on dit et quand Max disait que la zone était patatoïde, c'est qu'a priori la forme de la zone n'est pas déterminante. Et du coup, il y a des gens qui peuvent avoir la bonne zone et ne pas trouver les reliquats. Donc ça voudrait dire que quelque part, ils vont pas assez au bout des choses, ils sont pas assez sûrs de leur zone, si je vous ai bien entendu. C'est assez juste, oui. Donc c'est pas si simple là quand même, il faut quand même creuser un peu pour comprendre, quoi. Il y a surtout l'inverse qui se produit, moi je trouve. Des gens qui sont Le absolument plus compliqué dans l'histoire de la chouette d'or, le plus compliqué dans l'histoire de la chouette d'or, c'est pas la chasse elle-même, c'est tout ce qui s'est fait autour depuis 30 ans. La chasse elle-même est pas si compliquée que ça. Mais il y a tellement de choses qui se sont greffées dessus que c'est devenu compliqué, comme on l'a dit 1000 fois. Hein. C'est compliqué d'approcher objectivement et d'une manière autonome du sujet. On est tellement influencé, il y a tellement de trucs qui se passent. C'est fou, quoi. La difficulté, elle est là, c'est une inconnue totale. La fin est vraiment, elle ne ressemble à rien d'autre, donc on n'a aucun point de comparaison. Et seul le joueur isolé qui arrive au bout peut comprendre. Donc c'est vraiment une inconnue totale, quoi. On plonge dans le vide, quoi, sur cette super solution. Oui, mais bon, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, l'île au trésor, on est dans des mécanismes qui n'ont rien d'abracadabrantesque. Quand on est dans une chasse au trésor, on pense à des choses comme ça. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que la fin, c'est Indiana Jones et je sais pas si je suis prêt physiquement à courir s'il y a une boule qui me poursuit. Est-ce que vous confirmez que je pourrais quand même survivre? Ça me fait penser aux gens qui disent rien, qui écoutent souvent les vocaux et qui disent absolument rien parce qu'ils sont intimidés. J'ai l'impression que beaucoup de joueurs sont intimidés par ce qu'ils trouvent, ils osent pas y aller, quoi. C'est bizarre, hein? Ça veut dire qu'il y en a qui seront en mesure finalement de commencer à chercher les reliquats, selon vous? J'imagine qu'il y en a un certain nombre qui seraient en mesure de commencer à déceler un peu des reliquats, ouais, j'imagine. Je connais pas tout, hein, attention, moi je connais pas toutes les solutions qui ont été émises depuis fort longtemps. Il y a pas si longtemps que ça que je me suis vraiment plongé dans le sujet. Donc je peux pas être 100% affirmatif, mais oui, bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui qui seraient en mesure de détecter entre guillemets les reliquats, ouais, de les percevoir, de les comprendre. Oui, à condition Et d'avoir donc, ils ont la zone alors, parce que sans la zone on peut pas. Mais il ne peut pas savoir, il n'est pas omniscient en fait, Michel. Non, mais je pense qu'un certain nombre de joueurs ont probablement la zone. Ça me paraît complètement possible. J'ai dit l'autre fois, bon, c'est un peu extrême. J'ai dit la France a été quadrillée, donc il y en a forcément qui ont la zone, mais c'est pas tout à fait faux. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont la zone, ouais. Ça, c'est une sacrée nouvelle. Non, c'est pas une nouvelle, non. Mais Max l'a dit avant moi. Non. Oui, mais ne faites pas un scoop de choses qui ont déjà été dites. Après, on peut supposer que vous recevez énormément de contributions en message privé, donc vous avez sûrement lu des choses intéressantes. C'est pour ça que c'est... Moi, j'ai une double vision de la chose. Je lis des choses intéressantes par rapport à la chasse elle-même et je lis des choses absolument passionnantes dans ce qui n'est pas directement, dans ce qui ne va pas vraiment dans la bonne direction. Mais je trouve des trucs absolument fascinants, passionnants, quoi. Ça, pour moi, c'est une découverte, ouais. En 2003, pour les 10 ans, j'étais éberlué de voir le niveau d'implication des joueurs que j'ai rencontrés à l'époque, physiquement. Et aujourd'hui, je suis éberlué de voir ce qu'ils ont été capables de pondre depuis, enfin, pas tous depuis 30 ans, mais enfin, de tout ce qui a été pondu et de tout ce qu'on m'envoie, je vois des choses absolument, c'est génial, quoi. C'est extraordinaire de voir ça. On sait pas les bonnes solutions, mais c'est extraordinaire. Complètement à côté de la plaque, c'est ça qui est dommage, quoi. C'est pas toujours complètement, justement, c'est ça qui est, c'est très surprenant, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont bons, puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ça part pas comme il faut, mais l'ensemble est complètement fascinant, ouais. Et quand je dis qu'il y a des tronches et que je dis que je suis impressionné par la matière grise, je raconte pas de conneries, hein. Non, je suis impressionné. Il y a vraiment des gens qui ont une tête qui marche vraiment bien, hein, mais pas dans le bon sens. Bonjour Michel, je suis un petit nouveau. Je prends mon courage à deux mains pour déjà vous remercier. De rien. Si vous posez une question, en fait, je rebondis sur ce que dit Welch dans nos micro 3. Je vous lis le message, hein. Car du coup, ça va en contradiction avec l'idée que dès que vous avez la zone, vous trouverez la super solution et ça semblera logique et évident. Ça veut dire
que en fait, on peut arriver à la zone et ne pas comprendre la super solution, enfin les mécanismes de la super solution, parce qu'en fait, on arrive à la zone en n'ayant pas tout compris de ce qu'il fallait comprendre dans toutes les énigmes précédentes qui nous mènent à la zone, et qu'en fait, on doit arriver dans la zone avec un bagage bien précis d'informations accumulées, etc., pour être en mesure, là, à ce moment-là, de comprendre les mécanismes de la super solution. Quelque chose comme ça, non? C'est difficile pour moi de répondre. Non, ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui arrive en ayant, disons, 80% du raisonnement dans la zone, ça va devenir très compliqué pour lui de trouver la super solution en comparaison avec quelqu'un qui, du coup, a suivi pile poil le chemin tracé par Max Valentin pour arriver dans la zone. Alors, ça, c'est une bonne remarque. Si le chemin est suivi pile poil, il est suivi pile poil. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ça veut dire que tu as toutes Ça les veut bonnes dire solutions. qu'on fait une différence entre une zone qui résulte d'un chemin suivi scrupuleusement en fonction des énigmes où il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas de tolérance, on est pile poil dedans, on arrive sur une zone. Déjà, ça, c'est un prérequis important. Et je crois qu'une fois qu'on est sur la zone, je pense que ce qui manque à certains, c'est la conviction. Parce qu'il y en a beaucoup. Trouver la zone ne veut pas dire qu'on trouve instantanément la super solution. C'est pas instantané. Trouver la zone, ça va donner un premier élément, de plusieurs d'ailleurs éléments qui vont dire bon, la zone c'est ça, le spot est probablement dans tel secteur de la zone. Selon la carte qu'on a, on sait à 10 max que c'est à peu près au centre, etc. Bon, tout ça c'est des informations à recouper. Mais après, il faut aller au bout de son raisonnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à raisonner puis se dire oh, ça ne doit pas être là, finalement je ne trouve pas, ça ne doit pas être là. C'est le problème de beaucoup de gens, ça. C'est le problème de beaucoup de gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un moment où il faut être extrêmement rigoureux, mais à la virgule près, ce n'est pas un indice, mais c'est une expression. Il faut être extrêmement rigoureux sur les solutions qu'on apporte aux énigmes, n'accepter aucun décalage par rapport à ce qui est écrit. Si on est rigoureux, normalement, on arrive à la zone. Et si on est sur cette zone en ayant été 100% rigoureux, à ce moment-là, il ne faut pas lâcher le morceau, il faut trouver, quoi. D'accord. La question que je me posais, c'est est-ce que quelqu'un qui aurait été rigoureux, disons, à 90%, qui arriverait à la zone avec, à certains moments, des chemins qui n'étaient pas prévus par Max, disons, est-ce que cette personne a les mêmes chances de succès qu'une personne qui, pour le coup, a suivi le sentier balisé parfaitement et de façon logique? Là, on est déjà dans quelque chose de flou. On ne peut pas être rigoureux à 90%. On est rigoureux ou on ne l'est pas. Si vous avez quelqu'un qui vous propose un investissement puis qui est rigoureux à 90% puis qui vous fait perdre 10%, vous allez dire il n'est pas très rigoureux. On ne peut pas être rigoureux à 90%. On est rigoureux, c'est-à-dire qu'on se dit il n'y a rien qui cloche. Je mets une coche dans toutes les cases et à ce moment-là, il y a une forte probabilité que je sois sur la bonne zone. Et une fois que je me suis bien mis ça en tête et que je suis bien sûr de moi, là, je peux me concentrer sur la zone, je peux me concentrer sur le spot. Et oui, là, il va se passer des choses, c'est une évidence. D'accord, merci beaucoup. On ne peut pas tricher, il n'y a pas un moment où on peut avoir une petite erreur quoi, pour retrouver la zone. Je parle non, c'est ça, ouais. Oh là là. Non, en fait, il n'y a pas tellement de place à l'erreur dans tout ça. Oui, et c'est pour ça que dès qu'on dit bon, ok, moi j'ai une belle solution, d'accord, ça cadre pas tout à fait avec ça, mais quand même, c'est pas bon. Ah d'accord, ok. Très bien, merci. Ouais, Greg, je ne sais pas si tu te rappelles, tu l'avais déjà posé la question. Est-ce que s'il nous manque quelques éléments dans les énigmes mais qu'on a quand même la bonne zone, on pouvait malgré tout voir ce qui nous manquait et réussir à boucher les trous? Et il avait été répondu que oui, par recoupement, on pouvait peut-être effectivement comprendre ce qui manquait et puis boucher les trous. Pour trouver la zone, si on avait 9 sur 10 tracés bons, on se dit bon, allez, le 10e, je vais essayer de le deviner. On ne peut pas, quoi. C'est horrible. Donc, si la chasse est bien faite et bien verrouillée, il faut absolument les bonnes solutions à toutes les énigmes pour arriver sur la zone. Ce serait la perfection de la chasse, quoi. Un peu comme si tu avais 10 villes à trouver, la zone c'était le barycentre. Tu as une ville qui est pas bonne, tu n'as pas le bon barycentre, tu n'as pas la bonne zone. Tu pourrais pas le déterminer. Moi, je comprends plutôt que on peut trouver la zone, puisqu'a priori, il y en a qui sont dessus, mais que vraiment, pour qu'on soit vraiment certain, il faut que toutes les solutions des énigmes fonctionnent avec cette zone. C'est-à-dire que si on a une idée de la zone, c'est qu'on a peut-être bon à 2-3 énigmes, mais il faut encore résoudre les autres énigmes pour la confirmer et puis être certain de cette zone. Mais par rapport à la zone, Michel dit « je pense qu'il y en a qui ont la zone ». Et penser, c'est pas une certitude, ou alors c'est juste dire « je pense » pour pas dire « je suis sûr ». Mais
et sous-entendre. Mais dans la mesure où on est censé avoir des déclics assez rapidement, moi je vois surtout l'inverse. Des gens qui sont absolument persuadés d'avoir la zone, mais depuis des mois et ça bloque. Donc en fait, moi quand même, ce que je comprends, c'est que les points de blocage sont avant la zone en fait. Enfin, c'est qu'il y a des choses qui ont mal été comprises et qui empêchent d'avancer, même en ayant la zone, quoi. Ce qui est sûr, c'est que s'il y en a qui ont la zone, c'est pas moi parce que j'avais jamais fait de proposition de zone. Donc, Bien sûr, mais c'est pas une équation mathématique, la chouette d'or. C'est une chasse au trésor. Donc, c'est si on n'a pas les bonnes astuces, il y a quand même une fausse piste quand même. Il y en a pas 10 000, mais il y en a quand même. Il y a quand même des fausses pistes. Donc, c'est dur de savoir. C'est comme quand vous faites une devinette et le mec en face, il trouve une autre blague. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une devinette, c'est pas une équation mathématique. Michel dit que quand vous n'êtes pas complètement dedans, laissez tomber, c'est pas ça. Oui, Ouais. sauf que le problème, c'est que les gens ne voient pas qu'ils sont pas complètement dedans parce que justement, ils sont persuadés de leur piste. On est persuadé de nos pistes, on a l'impression que ça peut être que ça, que c'est parfait. Et donc, c'est persuadé, mais tu refais un tour de manège pour être sûr. Est-ce que là, je me suis accommodé? Même tour de manège, tant pis pour eux aussi. Moi, j'ai jeté tout, je suis reparti. Et là, j'ai un truc. Quand t'as le frisson qui te parcourt le bras, tu fais attends, là, c'est bon. Là, ça. Tout s'imbrique, c'est parfait. Bon. Oui, mais c'est ce que je te dis. Ces gens-là qui exposent des solutions, par exemple, et en sont absolument sûrs, ils ont le même ressenti que toi. Sauf que c'est pas le même niveau de degré d'acceptation de propreté de solution, je pense. Mais ils sont même chose que toi, et ils ont probablement eu des frissons, probablement eu des certitudes comme toi, et alors qu'en fait, les solutions, c'est n'importe quoi. Donc, bien sûr. Et tant pis pour eux. Oui, on est d'accord. Mais comme Michel dit, si vous êtes un petit peu à côté, laissez tomber, c'est pas ça. Mais c'est extrêmement compliqué de se dire ça, puisque justement, on pense vraiment être dedans. Tu le sauras en allant au bout. Hein. Ça, c'est un peu comme un escape game. Hein. Tu penses avoir le code, tu essayes, ah bah non, c'est bada. Voilà. En fait, j'ai l'impression que le truc, c'est que le sentiment de certitude, en fait, déclenche un mécanisme de cercle vicieux où, en gros, tu commences à t'accommoder un petit peu d'approximations sans vraiment t'en rendre compte, parce qu'elles vont dans ton sens. Et moi, je le vois, je suis chercheur en lettres et c'est exactement les mêmes processus dans la recherche hors de chasse au trésor. Tu superposes à ça une coïncidence. C'est très compliqué d'avoir le recul nécessaire pour finalement avoir... Ce sont des passages. Moi, j'ai eu des certitudes comme ça à un moment donné. Des certitudes, c'est-à-dire que je suis allé au bout de ma piste et puis je suis allé jusqu'à creuser. Et alors maintenant, c'est plutôt le contraire. Maintenant, je suis plus sûr de rien, quoi. Moi, je dois constater aussi dans ce que je reçois en message privé que tous ceux qui m'exposent leurs solutions, à un moment, m'écrivent « Bon, là, d'accord, c'est pas tout à fait machin, mais quand même, il y a une telle coïncidence, et hop, c'est parti. » Et on zappe l'obstacle. Ouais, dès qu'on commence à être un peu complaisant avec nous-mêmes, c'est fini. En fait, on est dans la spirale, c'est terminé. Donc, si je comprends bien, vous êtes un distingué linguiste? Oh, un distingué linguiste, je sais pas, mais... Mais très intéressant ce que vous dites sur l'analyse en dehors des chasses au trésor. Il y a une complaisance vis-à-vis de soi-même de la part de beaucoup de gens qui s'autorisent des petits écarts pour que ça colle. Et plus on fait des petits écarts, et plus on s'éloigne. Il faut être son propre avocat du diable, en fait. Enfin, il faut qu'il y ait toujours cette petite chose au-dessus de nous qui nous dise non, mais là, en fait, t'es en train de tricher. T'es en train de... Le problème, c'est que si tu prends certaines autres solutions de chasse de max, il y a certains trucs, tu lis, tu te dis, ouais, bon, ok, moi, si j'étais tombé là-dessus, j'aurais mis ça de côté parce que c'est moche, quoi. Mais celle-là, c'est la première. Elle n'est pas pareille. Donc tout est parfait alors. Non, c'est pas le sens de mon propos. Je dirais que pour ce que je vois de tout ce que j'ai pu lire, des solutions, des théories, etc., ça tient la route, puisque là, il y a beaucoup de choses qui ont été trouvées. Ça tient la route. Le mécanisme de la super solution, comment on la trouve, etc. Là, on est dans quelque chose, encore une fois, qui n'a jamais été refait. Il a pas eu le temps, en fait, de le refaire. Je pense que si la chouette avait été trouvée, il aurait peut-être réutilisé le truc différemment, mais voilà, là, il l'a pas fait. Et donc là, par rapport à cette super solution, si on a été archi rigoureux dans les 11 énigmes, on a quand même tous les atouts en main pour la super solution, pour la 12e. Ah, mais vous ça, c'est une certitude.
Mais nous, enfin en tout cas moi personnellement, mon problème c'est que j'ai pas de zone et je suis pas prêt d'en avoir. Donc Et tu vas trouver. Est-ce qu'on peut se mettre un cahier des charges en fait? On peut s'imposer un cahier des charges. J'explique le titre, j'explique le visuel et j'explique l'énigme et ça match sur la carte. Quand on a ces 4 points, je me dis on n'est pas complètement à côté de la plaque quand même. Donc, moi c'est ce que j'ai en 420, mais le problème c'est que est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est une coïncidence? Mais moi j'explique tout en 420 proprement, mais je sais ce que tu as et c'est bon, mais t'arrives pas. Crois en toi, NLC. Mais ouais, ça, dans ma tête, ce que t'as, c'est bon. Il n'y a plus à revenir dessus. C'est astucieux, c'est dans le thème. Pourquoi tu doutes à un moment donné, quoi? Prends tes ailes et envole-toi. Faut jamais oublier le regard des autres. Hein. Quand je pense à tous ceux qui écoutent et qui sont intimidés, qui aimeraient bien parler mais qui le feront pas, il y a tous ceux qui cherchent, qui trouvent des trucs et qui sont intimidés ou impressionnés parce que d'autres avant eux ont écrit et par tout ce qui circule sur Internet. Hein. Je le redis, ça. C'est impressionnant quand on lit. Par exemple, moi quand je lis le blog de Monglan, je doute de moi. Il est tellement affirmatif, je me dis mais est-ce que je suis vraiment comme ça? Il a peut-être raison, quoi. Je caricature un peu, mais à peine. Quand on lit Zarkos, le forum de Zarkos, mais vous n'avez aucune chance en m'écoutant, vous perdez votre temps, quoi. Ça joue, hein, ça. Faut pas croire que vous êtes imperméable à ça. Mais en fait, c'est comme dans tous les domaines dans la vie normale. C'est dès qu'il y a des autorités proclamées compétentes, c'est difficile d'avoir un esprit un peu révolutionnaire ou un petit peu. Complètement. Je suis le seul qui est reconnu à peu près unanimement comme incompétent, donc on espère me faire un faux pas, me faire révéler un truc malgré moi. Mais en dehors de ça, tous les autres sont tellement sûrs et bien plus anciens que moi, en fait. Ils sont totalement institutionnalisés dans le petit monde des chercheurs de la chouette. Et donc, on tient compte malgré soi de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils affirment. Oui. Météor, il est de quel côté, selon vous? Il est de votre côté ou il dit non? C'était quand même un bon candidat pour la chouette. Je sais pas du tout. Météor, je sais pas. J'ai de très bons. Les rapports que j'ai eu avec lui sont excellents. Le peu de rapports que j'ai eu avec lui, les échanges. Mais autrement, je sais pas du tout. Je sais même pas s'il cherche encore la chouette. Je n'ai jamais lu de messages signés Météor sur les forums. Peut-être qu'il y est, mais pas sous ce nom-là. Je sais pas. Il y a une histoire avec un faux dans The Secret. Il aurait fait un faux pour dire qu'il avait trouvé des petites statuettes, quoi. C'est dingue. J'ai entendu comme ça. Je sais pas. Honnêtement, je n'ai aucune information là-dessus. C'est un sacré personnage, quand même, Météor. C'est un excellent chasseur, mais c'est un sacré personnage. Oui. Mais quand on revient sur l'épisode qui trouve le trésor, il y a Max à 200 mètres, que j'expliquais, si tu restes à côté d'un endroit, tu donnes un indice pour dire, mec, va pas trop loin. Même sur la chouette, il est assez péremptoire. Moi, je me souviens, je crois que c'est dans le livre de Alvarez, là, pour les 20 ans de la chasse, il interviewe Météor, et Météor donne une IS. Genre, le mec, il se permet de donner une IS pour la chouette, quoi. Ça m'a fait un petit peu marrer, ça. Et c'est quoi son IS? Elle m'a tellement pas marqué que je m'en souviens pas. Je crois qu'il a dit la chouette se situe à l'ouest d'un axe. Enfin, en gros, c'était pas du tout une IS, c'était pour dire la chouette, elle est au nord-est, moi je le sais et j'affirme. Ouais. C'était un petit peu bon. C'était pas une IS pour la chouette, mais c'était une IS pour son énigme à lui. Hein. Ouais, c'est possible aussi. C'est-à-dire pour son énigme à lui. Il avait fait une mini-chasse pour une mini-chouette ou un truc comme ça. C'était pas une IS pour la chouette d'or. Moi, dans ma tête, j'ai une idée où il parle de la chouette. Il faudrait que je retrouve. Moi, j'ai l'impression qu'il parlait vraiment de la chouette et qu'il dit moi, je connais les solutions, genre jusqu'à la zone, etc. Il était très affirmatif, quoi, par rapport à la chouette. Un peu comme Phil Duck, qui affirmait savoir que à partir de là, tous les chouetteurs se trompaient, alors qu'en vrai, pas du tout. En vrai, on se trompe tous et on a tous raison jusqu'à la découverte des solutions. On sera tous au même endroit. Il n'y a pas un point particulier qui coince. On a tous des choses auxquelles on croit et je pense vraiment qu'il n'y a pas de blocage précis, quoi. Il y a une passion, c'est vrai qu'il y a une passion pour une théorie. Les gens qui m'envoient leur théorie ou leur solution sont à l'évidence passionnés de ce qu'ils ont créé, de la piste qu'ils ont trouvée. Il y a donc passion, c'est la même étymologie que passif. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont menés par leur passion. C'est plus eux qui commandent, c'est leur passion qui commande. Et ils partent à fond dans une direction et ils perdent toute objectivité. Dès qu'il y a un truc qui colle pas, à la limite, ils le voient pas ou ils sont dans le déni. Bonjour Monsieur Becker, déjà, j'ai oublié de vous saluer, c'est Olivier. Mais c'est vrai que bonjour, Olivier. Gérald est toujours sur la chasse. Hein. Il est en duo avec quelqu'un et à première vue, ils avancent pas des masses. Il faudrait qu'il se retrousse un peu les manches, quoi. Ok, tant mieux s'il y est toujours.
Tant mieux, tant mieux. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous libèrent, c'est vrai, quoi. Pas moi, non. Je crois que cette notion de libération, en réalité, elle est liée à toutes les complications qu'il y a pu avoir au cours du déroulé de cette chasse. Je pense qu'on sera tous heureux que, si, encore une fois, on ne sait pas quand ça se produira, mais on sera tous heureux le jour où ça arrivera, c'est évident. Ça sera à la fois un soulagement, pour beaucoup une déception, et pour l'immense majorité une surprise. Bon, oui, bonjour, et puis Michel. pour Après, des c'est gens pas grave, fragiles. on chargera la 1 sur 8. Mais je pense, vous savez, moi je suis convaincu qu'elle est enterrée là, 1 sur 8. Mais il n'y a Ça se rien trouve, qui permet de la... elle est peut-être pas très loin de la première. Il faudrait peut-être y aller avec peut un détecteur. s'envisager, ça peut s'envisager, mais sans corrélation avec la chasse, quoi. C'est Bien ça le sûr. problème. Donc elle ne peut Bien être sûr. découverte que par hasard ou peut-être par des recherches systématiques. Le jour où la numéro 2 sera trouvée, j'imagine que le secteur sera quadrillé pour essayer de trouver la numéro 1. Si un jour je vais creuser, j'emmène mon détecteur et je fouille toute la zone en La plus. numéro bonus. 1 est dans la numéro 1, je l'ai vue dans la cave de Régis Lauser. Faut aller creuser dans sa cave. Et Bonjour Michel, je suis pas vraiment d'accord. Bonjour Michel, je suis pas vraiment d'accord avec vous en ce qui concerne la passion, parce que pour avancer, faut reconnaître que on fait des erreurs, et c'est ce qui fait les erreurs qu'on avance justement, par rapport à ça. Condition de les reconnaître et de les voir. Oui, mais je ne connais personne qui ne fait jamais d'erreur. Donc c'est en faisant des erreurs qu'on avance et qu'on les corrige et qu'on avance. Je suis tout à fait d'accord, mon cher Coucou, puisqu'on parlait d'un vol au-dessus d'un nid de coucou, hein, McMurphy, c'est bien ça. Oui, absolument, oui. Le problème en réalité, pour moi, il se situe dans le dialogue, c'est-à-dire que j'ai en face de moi des gens que je décris comme étant passionnés et ayant beaucoup de mal à se détacher de leur passion, et moi j'essaye de leur parler d'une manière un petit peu plus rationnelle, de les recentrer ou de les recadrer, et on a du mal à me comprendre parce que moi j'ai un langage beaucoup plus objectif, forcément, puisque je connais les solutions, et en face de moi j'ai des gens qui sont pas facilement, je dis pas ça pour vous spécialement, hein, mais j'ai en face de moi des gens qui sont pas toujours réceptifs, qui comprennent pas, même certains qui se démoralisent ou bien qui s'énervent même de temps en temps. Je me suis fait engueuler une paire de fois déjà, et voilà, et c'est ça qui est très difficile. La passion, elle est excellente, mais il ne faut pas qu'elle prenne trop le pas sur la raison. Vous savez que les plus grandes découvertes sont faites d'erreurs. Je dirais que... Pasteur, oui, il y en a, Pasteur, il y en a un certain nombre. Ouais. Pasteur qui a découvert la pénicilline, c'était une erreur, par exemple. Il avait fait une fausse manip et il a découvert justement le... Voilà, quoi. Et je comprends complètement ça, c'est très intéressant comme débat, mais là on n'est pas dans une recherche ex abrupto, on est dans un décryptage d'énigmes volontairement conçues par quelqu'un, et donc c'est pas du tout la même chose, on navigue pas dans l'inconnu, on essaye de rentrer dans la logique de quelqu'un qui a posé un problème. Pas tout à fait pareil, je comprends bien le hasard, l'erreur qui provoque ceci et cela, puis il y a moult exemples de ce genre de choses. Par erreur, c'est fort quand même. Quand Max a créé ça, moi quand je dis que c'était un littéraire, il y a des choses qui sont effectivement littéraires. Donc il faut savoir de temps en temps se dire, bon, les mots employés, etc., chaque mot n'a pas une implication directe sur un élément précis, etc. Il y a des mots qui sont là pour donner une ambiance, etc. C'est ce que j'évoque comme étant le côté littéraire. Mais le fond, il est quand même calculé, il est quand même voulu. Donc on peut pas trop s'en éloigner, quoi. Oui, mais comme on connaît pas du tout la route, je dis qu'il faut aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, dès qu'on arrive au bout et qu'il n'y a rien qui se passe, faut avoir justement l'intelligence de dire stop, faut revoir tout depuis le début. Et c'est comme ça. Ben là, je suis 100% d'accord. Là, on est 100% en phase. Simplement, moi, je vois dans les messages qu'on m'envoie, j'ai des gens qui se démoralisent, quoi. Qui n'ont pas cette ressource de dire, bon, je fous tout par terre, je repars à zéro. Ça les démoralise parce qu'ils s'appuient sur quelque chose qu'ils ont un peu entretenu, créé, entretenu, développé pendant quelques années, quelques mois pour certains, quelques années pour d'autres, beaucoup d'années pour encore d'autres. Et ils n'arrivent pas à s'en détacher. Ils se retrouvent à poil, quoi, en face d'un truc où ils n'ont plus rien à quoi se raccrocher, et ça les démoralise. J'en ai vu un certain nombre déjà m'écrire dans ce sens. De leur côté, moi je les comprends parce que c'est plusieurs années de foot sur l'air, et c'est presque énervant, quoi, de dire c'est mort, j'ai passé tant d'années sur cette piste qui ne vaut rien, et ça c'est compréhensible. Hein. Je me permets de rebondir sur ce que... Ah pardon, vas-y, excuse-moi. La zone est à poil. La zone est à poil, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il y a une ville qui s'appelle comme ça, à poil. La forêt de poil aussi. Ah oui, d'accord, non, je croyais qu'il était question
quelqu'un, je me disais, tiens. Je me permets de rebondir sur ce qui a été dit, qui était très intéressant. Et je parle pour mon cas personnel, recherche en littérature. Ça m'arrive régulièrement de passer des dizaines d'heures sur une hypothèse et de vraiment travailler, je veux dire, d'avancer dans l'hypothèse, de produire des théories, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que j'arrive dans une impasse et que c'était la mauvaise hypothèse. Mais en fait, ça, et objectivement, ça fait des dizaines d'heures de perdu, objectivement, même si rien n'est perdu. Et je pense que cet esprit de recherche, tout le monde, enfin, ça convient pas à tout le monde parce qu'il faut accepter de se tromper, de sacrifier des heures, etc. Mais je pense que c'est la même chose en sciences ou dans d'autres disciplines. J'ai l'impression que la chasse, c'est un peu la même chose. Mais je trouve que c'est que la chasse, hein. Ouais, non, je disais, je trouve que c'est très exacerbé dans la chasse. On parlait des gens passionnés. Le problème de certains gens passionnés, je trouve, c'est que justement, ils ont du mal à revenir en arrière, quoi. Le fait de rester 20 ans sur une piste, le problème, en fait, c'est leur problème, là. Parce que si on reste 20 ans sur une piste, je trouve qu'il y a un petit souci quelque part de base, quoi. Je pense que si au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça donne rien, il faut reculer. Et j'en vois beaucoup qui n'osent pas reculer, qui restent en zone et qui me disent ouais, moi j'ai la zone depuis 15 ans. Moi, ça me choque des gens qui me disent j'ai la même zone depuis 15 ans, quoi. J'avoue que j'ai du mal à l'imaginer aussi. Ouais. Ou je vais creuser tous les 15 jours, quoi. Tous les 15 jours, il y a des gens qui vont creuser dans leur zone. Bon. Ceci dit, si on creuse à 50 cm du bon endroit, on trouve rien. Hein. Vous pensez que c'est possible? Vous pensez que la personne qui va trouver la chouette aura creusé avant? Non. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va y aller une fois et qui va aller chercher la chouette et la déterrer. Ah oui, et... c'est sûr. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui aura compris la super solution, qui va avoir tout pigé, qui va dire bah, c'est exactement à cet endroit-là, je creuse, je trouve. Mais pour des gens qui travaillent sur une zone sans être sûrs, en admettant qu'ils soient sur la bonne zone, s'ils creusent à 50 cm, ils trouvent rien. Hein. Mais on remarque quand même que dans quasi toutes les chasses, en général, la personne qui trouve, elle y va pas 10 fois avant, hein. Elle y va une fois et je vois pas pourquoi ce serait différent dans la chouette. Si en plus la super solution est si extraordinaire que ça. Et nous n'avons pas besoin de faire un repérage. On est d'accord, Michel, quand vous êtes allé là-bas, vous n'avez pas cherché ok, c'est là, on y va, quoi. Il n'y avait pas besoin de faire un repérage des lieux. Non. Donc tout se passe depuis notre canapé. La super solution est précise. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait un repérage un petit peu avant, 2 jours, parce que je connaissais pas les lieux, donc bon, voilà. Mais pour quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit faire. Puis il fallait surtout pas qu'on me voie, donc c'était encore autre chose dans mon cas. Mais pour un joueur qui veut aller sur place, il n'y a pas de repérage à faire. Non. Il a dit quelque chose, il a lâché une info là. Non, c'est juste que ça élimine quand même des choses. Par exemple, un rocher troué, c'est un truc à éliminer parce que je n'aurais pas pu le trouver en 94 depuis mon canapé. C'est ça que je veux dire. Si la super solution te le dit. Oui, ça te donne la méthode. Ouais. Ah bah... C'est une marche à suivre, la super solution. Je pense que c'est une marche à suivre. C'est pas forcément peut-être une phrase comme on l'entend tous, peut-être que c'est une méthode. Et genre, si on te dit, bah, quand tu seras sur place, regarde à travers le trou, bon, bah, t'as pas besoin de... Tu vois, quand tu es sur place, tu regardes à travers le trou. J'aime bien, là, vous commencez à vous lâcher un peu parce qu'on parle de chasse au trésor. Donc, il y a un trou dans le rocher, on regarde à travers le trou et tout. Là, on commence à rentrer dans des choses un petit peu sympas. Je dis pas qu'il y a un trou dans le rocher, hein, n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Il y a forcément un rocher quand même. Non, mais attendez, on revient sur les madis. Je vais faire comme à l'époque du Minitel. Je ne confirme ni n'infirme qu'il y ait un rocher. Je ne confirme ni n'infirme qu'il y ait un trou dedans. Mais lorsque vous parlez d'un rocher avec un trou, on commence à se retrouver dans une ambiance sympathique de chasse au trésor bien connue. Oh. Ouais. Voilà. On a bien compris maintenant qu'il y avait un délire dans ce Toi, t'avais peur qu'il n'y ait pas besoin... Il y a un joueur qui a dit « Moi, j'ai une super solution, mais j'ai besoin d'une boussole. » Il avait lu qu'il n'y avait pas forcément besoin de boussole. Mais en tant qu'un pirate, il n'a pas besoin de boussole, mais il va quand même savoir où est le nord, le sud pour s'orienter. Ça me paraît quand même... Ah, le pirate, oui. Le pirate, il a le sens de l'orientation. Ouais, une boussole, c'est pas forcément inutile, moi, je trouve. C'est pas forcément indispensable, mais c'est pas forcément inutile, je le dirais comme ça. C'est pas à exclure complètement. Ça peut être pratique. Okay. Ah, ça y est, ça c'est une info. Ça c'est un scoop. Et une corde énorme. On a mis 2 heures, on lui a fait lâcher quelque chose. Ça va nous faire la journée. Moi, je suis chasseur de pirates. Il me faut une lampe de poche, il faut une corde. La nuit, il faut une bonne lampe, hein, la nuit, parce que, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est sûr que la lampe, sauf si on est Nick Talap. S'il neige, on ne pouvait pas trouver. Ça veut dire que Max a dit ça. S'il neige, vous ne pouvez pas trouver la chouette. Ça dépendait de la hauteur de neige, hein, attention. Hein. Non, mais ça si tu sais exactement où elle est, tu peux la trouver. Si la super solution, mais c'était creuser ici. On parle de pirate, trouve une dalle avec une inscription au sol.
Si le sol est recouvert de neige, tu peux pas la voir. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais si tu sais où elle est la dalle, tu grattes. On va les trouver, Moi, tes je suis symboles sûr qu'il y a gravés un dans les truc rochers. comme ça. Il n'y aura pas souvent de neige. L'obscurité, la lumière, une chouette, ça colle bien. Nyctalope, ça colle bien. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, non Il y a une équinoxe aussi. Oui. Ah, Je vais bah, vous là, ça fait raconter penser un truc, une histoire vraie. Hein. Je vous écoute. Une anecdote réelle qui m'est arrivée en rentrant de la vérification de la cache. Je me suis arrêté un moment sur un parking pour pisser, c'est pas très poétique, mais en repartant, je vous jure que c'est vrai, je n'avais jamais vu ça de ma vie. En ressortant doucement du parking, donc il faisait nuit, évidemment, il y avait personne sur la route, c'était extrêmement silencieux. Et au moment de repartir, je m'arrête à la sortie du parking quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas une bagnole qui arrive, le vieux réflexe, même si la nuit on est censé voir les phares. Je m'arrête et qu'est-ce que je vois exactement posé sur la bande médiane de la route, bande blanche continue à cet endroit-là, une chouette posée sur la bande blanche et qui me regarde. J'ai eu le temps de la regarder peut-être 1 seconde, peut-être 2 secondes, j'en sais rien. Puis elle s'est envolée évidemment puisque j'ai commencé à avancer. J'étais complètement sidéré de voir ça. Évidemment, c'était rigolo. Bah, c'est plus que. On peut vous demander où se trouvait le parking, s'il vous plaît? Ça a Oui, rien à voir alors, avec- si je vous donne une position GPS, ça vous va? On va la trouver en 2 secondes, il n'y a pas de souci, allez-y. Non, mais c'est drôle. on est assez cartésiens tous, normalement. Par contre, moi, ce qui m'a toujours rendu fou, c'est le jour de décès de Max qui correspondait. C'est incroyable, Ouais. ça. Non, mais il y a des Ouais, choses. c'est surprenant. Il y a des coïncidences dans cette histoire qui sont extraordinaires. On parlait hier de faire un film et tout, mais il y a quand même des éléments qui, franchement, on dirait que ça sort d'un scénario des fois. Mais de toute façon, le film, il se fera, mais on sera peut-être plus là pour le voir, parce qu'en fait, il faut que l'histoire soit terminée, il faut que tout soit digéré, et après, il restera une telle quantité de choses, d'histoires, d'anecdotes connexes et parallèles, que bien sûr, un jour, il y aura un film sur la chouette. Ah, j'ai entendu des petits extraits. Vous êtes passé quand pour la dernière fois là? Vous avez dit que c'était extraordinaire cette histoire. Vous avez parlé de cold case, de. Ah bah justement, est-ce qu'il y a toujours un côté, quand on parle de lumière, un peu de croyance ou de religion? La symbolique religieuse ne rentre pas en ligne de compte dans la chasse. Il n'y a aucune symbolique religieuse. Bah, même si on désigne une cathédrale. Mais c'est pas une symbolique religieuse, une cathédrale, c'est un monument. C'est pas parce que je désigne le monument serait un tribunal qu'il y aurait quelque chose à voir avec la justice. Ok, si je parle de Saint Jean-Baptiste et de Utiantlaxis, on est dans la religion ou pas? Plus. Non. C'est de la musique. Ah bah ça me va alors. C'est de la musique. Si je dis la lumière, c'est le Graal, et je compare la chouette au Graal, est-ce que je suis dans la religion? Est-ce que je suis sur la sellette là? Oui. Ouais, Gringo, tu sais bien, il n'y a pas de piste autour de Jésus, je sais pas, par rapport à une histoire de la Bible et tout. Non, Après, mais Non. la cathédrale, j'ai eu peur pendant un moment. S'il y a une cathédrale. à cause de. Non, à cause un de monument Satan quel qu'il Nazi, soit, un monument quel qu'il soit peut très bien être pris en compte dans la chasse, il n'y a pas de problème. Est-ce que les prénoms dans le calendrier, ça va être considéré comme religieux ou pas? Non, moi non. Merci. C'est bien pour la Sainte Diane, ça. Ça, c'est une bonne. Ah, j'étais sûr Mais qu'elle lâche pas trop des choses. Vous avez une idée de la date d'envoi des nouvelles éditions? Oui. Oui, je disais tout à l'heure, j'attends des confirmations pour les approvisionnements de mes imprimeurs, mais ça va être entre fin avril au plus tard le 15 mai. Mais normalement, vers fin avril, ça devrait être bon. Ok. Et on va avoir des surprises dedans ou pas? Quelques petites surprises. Des petites surprises. Les petites surprises, c'est comme les petites questions. Hein. Je fais des C'est ce petites que j'allais réponses. dire. Petite question, petite surprise. Dommage. J'étais un peu triste quand Max disait il n'y a pas de question d'ésotérisme, alors que c'est vraiment un sujet en chasse au trésor qu'on aurait pu exploiter en passant par exemple par des cartes de tarot, des choses comme ça. Il a dit non, il n'y a pas d'ésotérisme. Enfin, un peu triste que ça balaye tout rêve un peu d'un coup. Ah non, le rêve n'est pas nécessairement ésotérique. Hein. Non, sincèrement. C'est très bien. Moi, je retrouve quand même vachement dans cette chasse. Quand je dis c'est un peu enfantin, ça veut pas dire que c'est abordable par des enfants, vraiment, mais ça veut dire que je pense que quand Max a conçu tout ça, et c'est un peu son âme d'enfant qui a parlé. C'est un peu son âme d'enfant qui a parlé, ouais. Et il y a quelque chose de ludique en fait. Ah oui. Ouais. Il le décrit dans l'introduction de l'œuf, le narrateur, qu'il faut avoir une vision d'enfant pour trouver ça.
fait écrit. Ça, c'est juste. Oui, ça, c'est pas faux du tout, ça. C'est pas faux du tout. Une vision d'enfant, on se comprend. Il n'y a rien de très enfantin là-dedans, mais ça correspond à des. C'est ça. Quand on parle de poncifs, moi, c'est un peu à ça que je pense. C'est-à-dire ces idées qui vous viennent. Tout à l'heure, le simple fait d'évoquer un rocher percé, etc. L'imaginaire collectif, l'inconscient collectif réagit par rapport à ça. C'est les références, quoi. Oui, absolument. Absolument. Bonjour Michel, c'est Simplet. Bonjour. Justement, puisque vous parlez de rocher, j'ai une question sur le visuel de la 470, donc avec l'épée plantée dans le rocher, et plus exactement sur la consigne du cahier des charges. Donc Ouais. la consigne, c'était quelque chose qui évoque Roncevaux, et entre parenthèses, une suggestion, Durandal fiché dans un rocher, point d'interrogation. Est-ce que cette suggestion avec un point d'interrogation, est-ce que finalement c'était vraiment simplement une suggestion innocente, ou finalement est-ce que ce point d'interrogation c'était quand même pour peut-être pour masquer une intention forte de la part de Max Valentin qu'il y ait cette épée plantée dans le rocher sur le visuel. Est-ce qu'on aurait pu avoir le visuel finalement sans cette épée plantée dans le rocher? Bon, pour vous répondre sur Roncevaux, à l'époque où on a fait ça avec Max, on était quand même assez potes, puisque finalement ça faisait le moment où le sponsor s'est dédié, ça faisait déjà une bonne année qu'on travaillait sur le sujet, et on s'est retrouvés donc tous les deux. On avait quand même eu largement le temps de nouer une relation plutôt amicale. Et quand il m'a donné ça, de même que quand il l'avait rédigé d'ailleurs, c'est la démonstration de ce qu'il n'avait pas d'idée tellement préconçue sur ce que devaient contenir les visuels. C'est ce qui traduit le fait que j'ai eu une totale liberté pour les faire. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on puisse en déduire Roncevaux. Après, que ce soit avec une épée ou autre chose, il s'en foutait. L'essentiel, c'était que l'indice qu'il voulait apporter à travers ce visuel, c'était Roncevaux. Donc, point d'interrogation, parce que toute autre idée aurait pu être bienvenue. D'ailleurs, l'histoire du coq, quand je lui ai dit, tu sais, moi, les pattes du coq posées, d'abord, les pattes, elles vont cacher pas mal de trucs, c'est pas très intéressant de le faire comme ça. Moi, j'ai envie d'utiliser l'œil. Il m'a dit, ouais, bah, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que, voilà, l'œil soit positionné où il faut, comme l'auraient été les pattes sur la ville de Bourges. Ah, c'était pas Agen, merde. Si c'était à refaire, vous referiez les mêmes toiles exactement de la même façon? Ben non, forcément, parce que 30 ans après, et avec ce que je sais, il y a d'une manière générale, il y a plein de trucs que j'ai fait dans ma vie que je ne referai pas, donc il est probable que les toiles, je ne les referai pas de la même manière, mais quand je les ai faites, j'avais à cœur de créer un univers autour de ça pour illustrer vraiment la chasse. Je n'avais pas du tout perçu que ça pouvait avoir des répercussions sur la réflexion des joueurs, sur le fait que ça pouvait les emmener vers des tas de directions différentes, leur donner des tas d'idées différentes, parce que j'avais complexifié en fait les visuels. J'avais pas du tout prémédité ça. Moi, je voulais juste donner une ambiance, je pense que j'y ai réussi d'ailleurs, donner une ambiance à cette chasse. De ce point de vue-là, je peux vous apporter un témoignage parce que moi, ces toiles, je les ai vues quand j'étais tout petit et j'avais vraiment été émerveillé à l'époque et je me souviens, enfin, j'ai encore le souvenir des moments où je les ai découvertes. Donc, c'est que ça a plutôt bien marché, le côté créer une ambiance, etc. Ouais, ça fait plaisir à entendre. Merci. Évidemment que c'est sûrement les tableaux qu'on a le plus regardés dans nos vies et il y a une dimension mystique heureusement parce qu'il vous a choisi, parce que vous faites un peu du surréalisme, on va dire. C'est pour ça qu'il vous a choisi, parce que tout est prétexte à interprétation dans l'étoile. C'est pour ça que c'est horrible. S'il avait fait une photo, on n'aurait pas eu toutes ces années de joueurs, je comprends. J'ai passé des heures à faire des montages Photoshop, à superposer ça pour rien, comme dans des nuages en fait. Et après, quand j'ai su, attends, il y a un cahier des charges, tout ça c'était pipeau. Bon je me suis dit, ok, Michel il n'a pas pu dire un an après la chasse, écoutez, je dois vous avouer que en fait les tableaux que j'ai peints, il y a rien de caché, ça tient en 2 lignes les cahiers des charges. J'étais profondément choqué qu'un auteur qui a passé du temps commande un peintre. Moi à la base je suis peintre en lettres, jamais j'aurais un client qui me commande, fais ce que tu veux. Enfin, j'en ai eu le boucher du coin qui veut ton logo, faites ce que vous voulez. Mais normalement on a un cahier des charges précis, chaque couleur a une symbolique. Le violet pour l'ésotérisme, si on va pas faire un boucher avec du vert. Oui, bien sûr. Si on fait une boutique de luxe, on va faire du doré et des embâclements très. Et Max Val, j'avais pas accès à Max Val. Donc les réponses sur les peintures, c'est pas moi qui les ai faites, c'est Max, et donc je les ai pas suivies. J'allais pas sur le Minitel pour voir ce qu'il disait, donc je n'ai su que beaucoup plus tard ce qu'il avait pu dire de mes peintures. Ça vous a désintéressé à un moment donné, cette chasse au trésor, la chouette? À un moment donné, vous vous êtes dit j'en ai marre de ça. Les premiers 10 ans, en fait, j'avais pas du tout notion de ce qui se passait avec les chercheurs. J'avais commencé à comprendre un peu, à voir un peu au début, mais la première année, c'était vraiment le début. Et après, j'avais plus accès, donc je savais pas en fait. Je savais pas. En 2003, quand
je suis allé à Bourges, j'étais assez impressionné, séduit même par l'ambiance des chercheurs. J'ai trouvé ça génial. Tout de suite après, me sont tombés dessus les Monglan et compagnie en me disant ça oui, ça non, faut faire comme ci, faut pas faire comme ça. Donc j'ai commencé à avoir des tensions avec certains. Petit à petit, j'ai dit bon, il m'enquiquine, je garde mes distances et puis voilà quoi. Ça m'a paru difficile de dialoguer et puis après, les événements qu'on connaît sont arrivés assez vite que je suis resté finalement assez ignorant de ce qui se passait réellement chez les joueurs. Et c'est le Discord qui m'a permis de reprendre conscience de tout ça, de retrouver tout ça. Michel, c'était une question par rapport à Max justement, parce que vous l'avez connu et je pense que beaucoup des chouetteurs récents l'ont pas forcément même connu de leur vivant. Voilà, ma question c'était quand il a rédigé les énigmes, est-ce qu'il était déjà papa? Sa fille aînée m'a dit, moi je me souviens quand j'avais 15 ans que mon père était assis avec son Minitel sur les genoux et... D'accord, non, enfin je posais la question un peu en profiling, c'était pour voir le personnage qu'il était quand il a rédigé toute l'intrigue des énigmes en fait. Son moteur, c'était la passion de monter une opération marketing intéressante. Ok, merci. Le design du bronze, c'est bien vous qui l'avez stylisé, la chouette, ou pas du tout? Oui, tout à fait. Ouais. Non, tout à fait. C'est l'exécution, après en cuivre, que vous n'avez pas fait, c'est ça? Concevoir un modèle, c'est une chose. Après, le faire passer par la moulinette des orfèvres, des joailliers, etc., c'est tout autre chose. Parce que selon les métaux qui sont travaillés, que ce soit de l'or, que ce soit de l'argent, les pierres précieuses, etc., c'est des savoir-faire extrêmement spécifiques. Pour faire un bronze, moi, je fournis une cire et sur la base de la cire, le bronzier va se faire son moule et va me couler un modèle en bronze. C'est pas moi qui fais la coulée du bronze, évidemment. Cire perdue, c'est ça? Oui, tout à fait. Petite question concernant les tableaux. Vous aviez dit à un moment donné qu'il y avait deux coïncidences assez remarquables sur vos toiles. Je me trompe pas. Ouais. Est-ce qu'elles peuvent nous aider, ces coïncidences remarquables, ou c'est juste que c'est remarquable, on comprendra à la fin pourquoi, mais oui, si je vous disais en quoi elles sont remarquables, ce serait de sacrés indices. Non, oui, de toute façon, on sait... non, mais c'est vrai. Il y en a deux, non? La B et la 650? Disons que ces deux-là sont celles où il y a effectivement des éléments troublants, très troublants même, et qui constitueraient des indices de première bourre. Dans d'autres, il y a des coïncidences super marrantes, étonnantes. On est un peu en manque de goodies avec la chouette, en tant que... On n'a rien à se mettre sous la dent, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ça serait trop bien de commercialiser des petites chouettes de 30 cm qui soient des scans en bronze de l'original. Quand le musée sera ouvert, oui, bien sûr. Ça va devenir un peu un lieu de rencontre pour les chouetteurs. Hein. C'est un des buts du projet, quand même. Super, si c'est... C'est de donner un toit à la chouette. Elle va pas rester très longtemps, vu qu'on va la trouver... Des acheteurs déjà en liste. Le jour où elle sera trouvée, des acheteurs, il y en aura, à mon avis. Après, c'est les gagnants qui verront ce qu'ils veulent faire ou pas. C'est quand même eux qui auront le dernier mot. Merci pour tout ça. Est-ce que vous pourriez nous dire si les projets de traduction avancent et s'il y a une échéance déjà que vous vous êtes fixée ou si c'est vraiment une sorte de projet La traduction n'est pas vraiment ce qui pose problème. Actuellement, il y a quelques éléments du livre sur lesquels j'ai encore des discussions par rapport à tout ce qui se passe autour de l'histoire de la chouette. Mais une fois que ça se sera complètement validé, après on passe dans un processus de traduction qui personnellement ne me pose pas de problème particulier. Mais le but, c'est qu'après ça sorte sous la forme d'un livre en Angleterre ou aux États-Unis, c'est ça? Ou ce serait sur Internet? Bien sûr. Australie, d'accord. Nouvelle-Zélande, ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que je peux poser une dernière question sur les traductions, Michel? Oui. Est-ce que vous pensez que ça a un quelconque intérêt pour un Français d'aller de travailler quand ça sortira sur les versions anglaises, histoire de retrouver une sorte de fraîcheur ou de voir des choses, enfin, une sorte de décentrement linguistique qui pourrait être utile ou pas du tout? Ça pourrait être intéressant de voir comment ils fonctionnent parce qu'effectivement, ils auront un esprit beaucoup plus frais, beaucoup plus neutre et ils iront moins chercher peut-être de complications. Ça peut être intéressant, oui. Vous trouvez qu'on a des façons de penser radicalement différentes sur les Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Entre anglais et français, de toute façon. Vous l'avez déjà constaté, quoi. Ouais. Quelques sites que j'ai vus sur la chouette d'or en anglais, la barrière de la langue, elle n'existe pas tellement. Ils ont tout pigé. Ils ont les jeux de mots, les astuces, les machins. Ils sont capables de tout comprendre. Ils sont pas plus bêtes que nous. Et du coup, c'est un anglais qui va nous trouver notre chouette. Entre nous soit dit, ça pourrait arriver. La traduction anglaise ne pose pas de souci pour trouver la chouette. Oui, mais de toute façon, j'imagine que les Anglais qui vont s'impliquer là-dedans, ils feront des va-et-vient aussi avec le français. Enfin, les gens sont pas dans des bulles. C'est pas ça que je voulais dire, en fait. Je voulais parler d'une méthode spécifique de décryptage qui aurait lieu à un moment donné dans les énigmes où vous pouvez peut-être la super solution, avec des lettres à pointer, un petit peu comme dans Mascarade.
mascarade où il faut aligner des yeux avec des doigts qui donnent une lettre. C'était ça que je parlais. Moi, je pense que ce qui risque de les distinguer des francophones, c'est plus de concentration sur l'objectif. Moins de digression avec des idées farfelues. Allez, je résume en farfelu. C'est pas toujours farfelu au sens propre du terme, mais moins de trouvailles, moins d'inventivité peut donner peut-être plus de résultats. Vous diriez qu'il faut être un peu plus bourrin dans cette chasse? C'est direct. Mais ça exclut tous les jeux de mots, c'est ça qui me fait peur. Par exemple, si je prends... Non, pas tout. Comment un Anglais peut comprendre « prendre la tangente », l'expression de fuir? S'il n'y a pas écrit dans la traduction, ceci veut aussi dire... L'anglais, il aura accès au texte en français, il peut s'en faire sa traduction. Et puis toutes les traductions disponibles en anglais de la chouette, sur tous les forums en anglais et tout ça, les trucs prendre la tangente et tout ça, ils connaissent absolument, et ils ont la traduction de toutes les significations d'absolument tous les mots. Donc, oui, mais les comprendre quand on nous les explique, c'est une chose, mais les découvrir par soi-même, c'en est une autre. Non, mais ça, on a plus tellement à les découvrir par soi-même, ils sont publiés partout sur le web. Quand vous parlez comme ça, on a l'impression qu'on a les solutions sous les yeux, mais qu'on les voit pas, quoi. Toutes. Tout est dans le livre. Dans le livre. Ah là 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 là, c'est incroyable. Tout est dans le livre. Ah.